Bonjour à toutes et à tous qui nous avez rejoints. Donc, je suis très heureux de vous retrouver donc, pour la suite de ce cycle. Peuple autochtone, droit et justice. C'est le troisième webinaire que nous faisons cette année. Nous en avons fait deux plutôt dans l'année, une sur les liens entre autochtonie et pluralisme, le deuxième sur autochtonie et intégration régionale. Alors, quelques rappels pour celles et ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire, qui n'ont pas vu les précédents, pour leur indiquer l'esprit dans lequel ce cycle a été bâti. En pratique, en fait, nous avons fait l'année dernière, avec l'IFJD et l'IE2IA, qui sont les deux structures qui co-organisent ce cycle, une journée d'études à Pau sur les liens entre peuple autochtone, droit et justice, et on avait eu beaucoup de personnes qui avaient candidaté. La thématique avait intéressé beaucoup de monde, et malheureusement, nous n'avions qu'une journée d'études, et nous ne pouvait pas recevoir tous ces intervenants en dépit de tout l'intérêt des propositions qu'ils nous ont faites. Donc, on a tiré la conclusion que, comme il y avait beaucoup de gens qui voulaient parler de ces liens entre peuple autochtone, droit et justice, il serait intéressant de poursuivre les débats au fil de l'année, et d'où l'intérêt de ce cycle de webinaires. Alors, aujourd'hui, on va aborder les liens entre autochtonie et environnement. Alors, ce qui est une thématique finalement assez commune et beaucoup de gens s'y intéressent. Et donc tout à l'heure, Sabine Lavorel, avec qui j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire, reviendra sur le sens de cette thématique. Mais juste donc avant de rentrer dans le fond du sujet, je tiens à rappeler que la manière dont nous percevons ces webinaires, c'est une manière qui permet de permettre le plus de débats possible finalement. Voilà. Donc en fin de compte, chaque intervenant a environ une vingtaine de minutes pour s'exprimer. C'est ça qui permet de développer leur pensée sans être trop contraint par le temps, comme c'est des fois le cas dans des colloques. Et suite à ces interventions, il y aura 20 minutes de discussion. Alors que ce soit entre intervenants, et donc Sabine et moi-même aurons évidemment des questions à poser à chacun, mais aussi avec le public, et sentez-vous tout à fait libre, soit via le chat, soit en demandant à prendre la parole. Vous pouvez, alors je crois, lever la main ou demander la parole dans le chat, et on pourra vous inviter à ouvrir votre micro et votre caméra pour interroger nos intervenants. Je précise, pour que l'on soit bien au courant, que ce webinaire, comme les autres, sont enregistrés. Donc, ce qui veut dire que, à la fois, si vous vous exprimez potentiellement, vous resterez dans nos archives. Alors, pour nous dire après coup, si vous voulez, on peut couper. Vous avez bien sûr toujours un droit de retrait sur les moments où vous vous exprimez, mais soyez prévenus. C'est aussi important de le savoir parce que si, mettons, vous devez vous absenter en cours de webinaire, vous pouvez suivre l'ensemble, vous pourrez retrouver bien sûr la vidéo intégrale de ce cycle, donc notamment de ce webinaire, en vous reconnectant sur le lien de connexion que vous avez dû recevoir par mail. Donc ça permet de reprendre au fur et à mesure les webinaires qui souvent sont longs et très riches, mais on sait comment ça marche. Des fois, on peut être appelé à décrocher. Voilà. Dernière petite précision, et après je passerai la parole à Sabine pour présenter la thématique. Ce cycle a vocation à donner lieu à une publication écrite. Nous aurons donc la possibilité pour les différents intervenants au cycle de proposer une publication, alors dont on doit encore déterminer les conditions, mais je peux vous dire, je l'avais évoqué par le passé, que cette publication devrait, en tout état de cause, se faire au sein de la nouvelle revue Peuple autochtone, droit et justice, que nous sommes en train de créer avec l'IFJD. Alors, c'est encore en cours de création, mais le comité de direction a été constitué hier, donc le projet est quasiment ficelé, et donc vous pourrez avoir un suivi par écrit de ces réflexions et des nombreuses à venir, puisque le cycle se poursuivra au fil de l'année. Donc, merci à tous encore une fois d'être là, et je passe la parole à Sabine Lavorel pour nous présenter la thématique que nous allons traiter aujourd'hui. Merci Zéra, bonjour à toutes et tous. Alors je vais vraiment pas être longue, juste 2 minutes pour effectivement essayer de donner quelques pistes, mais plus pour présenter nos intervenantes et intervenants de ce soir. Alors je vais commencer peut-être, enfin même sans aucun doute, par enfoncer des portes ouvertes, en disant que les liens et les interactions entre les peuples autochtones et l'environnement sont très étroits. Et reconnu et effectivement analysé par la recherche et notamment par la doctrine juridique. Mais je pense qu'il faut se placer sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est celui en vertu duquel les peuples autochtones ont effectivement des connaissances et des pratiques qui favorisent la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Alors, ils n'ont pas que ces pratiques, mais effectivement, ces pratiques-là, ces connaissances-là sont reconnues pour participer
à la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Et donc, partant de ces observations, l'importance d'associer, de faire participer les peuples autochtones aux politiques environnementales et climatiques, à la définition de ces politiques, a été effectivement reconnue à plusieurs reprises. Alors, j'adopterai juste dans la dernière minute qui me reste un prisme beaucoup plus politique climatique que plus largement politique environnementale. Enfin, c'est en tout cas mon prisme de recherche. En vous lisant juste un passage du dernier rapport du GIEC, qui a été publié l'année dernière. Je cite, donc les peuples autochtones sont confrontés au défi de l'adaptation depuis des siècles et ont développé des stratégies de résilience dans des environnements changeants qui peuvent enrichir et renforcer les efforts d'adaptation actuels et futurs. Donc en fait, l'invitation leur est faite par les scientifiques directement à non seulement participer aux politiques en matière d'atténuation, mais on le voit ici en matière d'adaptation. Et c'est peut-être la leçon qu'il faut retenir sur deux plans. D'abord, et là je donnerai juste deux exemples. Le premier exemple, c'est l'inspiration qui est que l'on a des pratiques autochtones pour un concept qui est en train de prendre beaucoup de place dans les politiques en matière de protection de la biodiversité, et notamment les recommandations qui sont faites par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui prônent de plus en plus les solutions fondées sur la nature, alors qui à l'origine n'est pas un concept autochtone, on est bien d'accord, mais qui effectivement pour mettre en œuvre ces solutions fondées sur la nature s'inspire énormément de ce qui est fait par les peuples autochtones. Donc c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, et qui glisse progressivement vers les aspects juridiques, c'est le fait que ce sont les peuples autochtones qui ont, notamment au niveau international, des stratégies contentieuses qui sont désormais extrêmement porteuses parce qu'elles donnent lieu effectivement à des condamnations, notamment d'État. Et j'en donnerai pour preuve plusieurs exemples. Alors déjà, remontons en 2005. En 2005, devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, puisque à l'époque, donc c'était Sheila Watt-Cloutier avec 62 autres membres de la communauté inuite qui avaient introduit une pétition, qui avaient déposé une pétition devant la Commission, pétition contre les États-Unis, alors qui à l'époque n'avait pas abouti, mais qui ensuite a ouvert la voie, notamment au peuple athabascan en 2013 et à d'autres dépôts de pétitions et de recours devant la Cour interaméricaine par la suite. Le deuxième exemple, c'est devant toujours en matière de stratégie contentieuse, c'est devant le Comité des droits de l'homme, puisque là, nous avons deux exemples relativement récents. D'abord, l'affaire Yohanné Tessiota contre Nouvelle-Zélande en 2021, qui effectivement a apporté des évolutions juridiques notables en matière de non-refoulement dans des territoires vulnérables et touchés par le changement climatique. Et autre jurisprudence que je voudrais citer, l'affaire Daniel Billy contre Australie en 2022, qui là aussi a été une avancée sur le plan de la jurisprudence internationale en matière de protection des droits de l'homme. Donc voilà, quelques éléments de réflexion que nos intervenants mentionneront sans aucun doute dans leurs interventions, et voilà, qui ouvrent aussi la voie à ce beau séminaire que Zera a organisé ce soir. Donc je ne vais pas être plus longue, je vais juste passer la parole à notre première intervenante, donc qui est Aurélie Journet-Duez, qui est docteure en anthropologie sociale et en ethnologie à l'EHESS, et qui intervient donc peut-être sur une solution juridique fondée sur la nature, qui est la personnification juridique des fleuves ou la reconnaissance des droits coutumiers autochtones dans le droit international. Aurélie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien déjà. Juste, très bien. Et donc, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. J'avais été un peu triste de ne pas pouvoir participer au colloque, donc c'est une très belle alternative de pouvoir le faire à distance avec vous. Je vais juste d'abord vous poser une petite question qui est technique parce que je voudrais partager une présentation et mes compétences techniques sont assez limitées. Du coup, j'ai juste à partager mon bureau. Normalement, vous pouvez, oui, tout à fait. Ok, alors.
Partager l'écran. Je pense que c'est ça, partager l'écran. Est-ce que c'est ça? Alors, la présentation, ça devrait être ça. Ok, on voit tous la même chose? Oui, tout à fait. Super. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, je vais vous présenter une communication qui s'appelle la personnification juridique des fleuves, une reconnaissance progressive des droits coutumiers autochtones dans le droit national et international. Et donc, pour introduire brièvement ma présentation, je vais rappeler que déjà en 2018, donc c'est non pas la Nouvelle-Zélande ou le Canada qui ont été précurseurs, contrairement au cas que je vais présenter par la suite, mais c'est bien l'Équateur qui a été le premier État donc, à inscrire dans sa constitution les droits de la nature ou droits de la Pachamama, donc la terre-mère. Et donc, c'est pour un peu contextualiser cette décision qui arrive le 20 mars 2017, donc cette décision pas cette décision, pardon, cette loi du Parlement de Nouvelle-Zélande, donc qui s'appelle Te Awa Tupua, donc qui marque la reconnaissance du fleuve Waganawi comme entité vivante. Et il me semblait important de rappeler que toute avancée juridique qui concerne à la fois les droits de la nature et les peuples autochtones sont nés d'une longue histoire de lutte de ces peuples, et notamment donc les Maoris se battaient depuis 1870 déjà donc pour obtenir ce texte. Et comme l'exprimait à l'époque le ministre de la Justice Crispin Layson, je cite, « Cela marque la fin du plus long litige de l'histoire. À l'issue du vote, cette législation est une reconnaissance de la connexion profondément spirituelle entre l'Iwi, la tribu Waganawi, et son fleuve ancestral. Nous soulignons que la tribu n'est pas la propriétaire du fleuve, mais bien son gardien, chargé de le protéger pour les générations actuelles et futures. » J'ai choisi d'étudier ce cas en le mettant en miroir avec une autre situation qui est celle de la rivière Magpie, donc Muteshekauchipu, au Canada, donc plus précisément dans le Nitassinan, qui est le territoire Innu, du peuple Innu, et donc qui en 2021 reconnaît aussi la personnalité juridique donc à cette rivière, et rivière dont le nom signifie la rivière où l'eau passe entre des falaises rocheuses carrées. Et cette rivière se voit quant à elle reconnaître 9 droits, parmi lesquels celui de vivre, d'exister et de couler. Et je reviendrai plus précisément sur les différents droits qui lui sont reconnus par la suite. Ainsi, nous allons voir à travers ces différents exemples, pris à 2 endroits du monde différents, donc la Nouvelle-Zélande et le Canada, que les avancées des droits de la nature et des fleuves en l'espèce sont indissociables des combats menés par les peuples autochtones, comme je l'ai indiqué précédemment. En effet, ce n'est pas tant ici sur la progression de la reconnaissance des droits de la nature sur laquelle nous allons nous concentrer, mais bien sur ce que cette évolution révèle de l'interpénétration des mécanismes, systèmes et législations occidentales avec des normes, concepts et épistémologies issues de cosmologie autochtone dont sont le reflet les droits coutumiers. Nous avons choisi ces 2 exemples en particulier par rapport aux liens juridiques qu'entretiennent la Nouvelle-Zélande et le Canada avec la couronne britannique. En d'autres termes, dans quelle mesure les peuples autochtones investissent-ils les droits nationaux et internationaux pour faire reconnaître leur vision du monde et transformer ainsi et par la même occasion les systèmes juridiques majoritaires et ou dominants contre notamment l'exploitation de leurs terres et territoires? Finalement, en quoi pouvons-nous parler de processus entre assimilation et survivance des droits coutumiers Innu et Maori? Avant d'aller plus en profondeur dans les études de cas comparés, je voudrais juste rappeler le cadre juridique international donc, qui entoure ces décisions, enfin dans le contexte juridique dans lequel elles s'inscrivent. Donc, il y a bien sûr en 2007 la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui est adoptée, ratifiée entre autres par la France et par le Canada. Et il me semblait intéressant de poser comme cadre ces 3 articles, donc le 18, le 25 et 26. Je ne vais pas tout lire, mais qui notamment, dans un premier temps, reviennent sur le fait que les peuples autochtones aient le droit de participer à la prise de décision
donc les concernant et de participer au processus institutionnel, à la fois des institutions des pays dans lesquels ils sont, mais de participer aussi et de développer aussi leur propre système institutionnel décisionnel. Aussi, il me semblait intéressant de rappeler donc l'article 25 qui reconnaît que les peuples autochtones donc, ont le droit de maintenir, de conserver, etc., leur lien spirituel, qu'ils entretiennent à leur terre, à leur territoire, à leurs eaux. Et c'est cet article qui m'intéressait tout particulièrement par rapport à ma communication aujourd'hui, pour évoquer justement cette interpénétration des droits autochtones dans les droits internationaux, et plus précisément comment finalement sont reconnus aux peuples autochtones, leur droit à disposer de leurs ressources naturelles en vertu de leur tradition et de leur spiritualité. Et sens dans lequel va aussi l'article 26, donc que je vous présente ici sur cette slide aussi. Alors, je voudrais revenir donc sur le cas de la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Wanganawi, donc pour les Maoris en Nouvelle-Zélande, et donc c'est avec la loi du 20 mars 2017, dite loi Te Awa Tupua, que le fleuve Wanganawi est enfin reconnu donc comme entité vivante. Je cite un article excusez-moi, le temps de passer. Je cite un article de Victor David qui avait longuement étudié ce cas en particulier et qui explique donc que ce vote du Parlement néo-zélandais a reçu une couverture mondiale. Pourtant, l'adoption de cette loi est une traduction législative d'un accord historique, donc Ruruku Wakatupua, donc qui avait été conclu le 5 août 2012 entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et les représentants des tribus maoris, riveraines du fleuve Wanganawi. Et enfin, je fais un lapsus entre peuple et fleuve, mais parce que c'est un peuple qui dépend, et ça avait été reconnu par cette loi aussi, et c'est pour ça que le fleuve avait été reconnu comme entité juridique à part entière. Enfin, ça avait participé de sa reconnaissance. C'était le fait que ce peuple dépende du fleuve et dépendent pour survivre. Enfin, à la fois, c'est une entité spirituelle sacrée pour ce peuple, et en même temps, c'est un moyen de subsistance fondamental. Donc, dans cet accord, la couronne s'était engagée à reconnaître le fleuve Te Awa Tupua comme une entité vivante dotée de la personnalité juridique. Ce qui m'a semblé intéressant aussi de rappeler, c'est comment finalement cette reconnaissance du fleuve en tant qu'entité vivante elle est à une reconnaissance de la cosmovision maori et finalement du fait que pour les Maoris eux-mêmes, le fleuve n'est pas qu'une entité source d'abondance en eau, elle est également un médecin, un prêtre, et c'est intéressant de relever les mots qui quand même symbolisent une forme de syncrétisme très très forte entre culture autochtone et religion importée par la colonisation. Donc le peuple maori considère le fleuve comme une personne qui fournit nourriture, protection contre tempêtes, falaises, etc. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que il y a dans leur dans la relation qui lie le peuple Atinawi, donc qui est un peuple maori riverain de la rivière Wanganawi. Donc il y a aussi cette idée d'ancêtre nommé Tupuna, de parents nommé Matua, qui est en lien donc aussi, qui révèle une généalogie entre des éléments naturels et des êtres considérés comme personnes, mais aussi une forme de cosmovision qui, au final, en elle-même, porte la personnification du fleuve. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est de voir que si la loi a reconnu la personnalité au fleuve Wanganawi,
c'était une personnification qui est portée par l'essence même de la cosmovision maori. Et donc, c'était aussi au fondement de cette cosmovision maori, il y a déjà des liens de parenté qui sont forts et reconnus entre les éléments naturels, et donc que ce soit animaux, plantes, rivières, etc., et les êtres humains. Donc il y a un rapport au vivant, mais qu'on retrouve dans plein de peuples autochtones différents, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais donc il y a ce lien de parenté extrêmement fort aussi, et donc le fleuve est perçu comme possédant son propre principe de vie, sa personnalité propre, et que les êtres humains doivent respecter. Et ce qui me semble intéressant de souligner aussi, c'est que tous ces... je l'ai rapidement mentionné dans mon introduction, mais ces jurisprudences, elles arrivent dans la continuité de lutte, notamment contre l'exploitation des terres et territoires, et à travers plusieurs projets, que ce soit des projets... je reviendrai sur d'autres projets, mais de tourisme, d'exploitation de l'eau à des fins industrielles, commerciales, etc. Et donc vraiment dans la cosmovision maori, il y a aussi cette idée que si on touche à justement un de ces êtres vivants, ça va rompre toute une harmonie entre être humain et nature. Et ce qui me fait penser aussi que finalement, par ces jurisprudences, c'est une forme d'interpénétration aussi de deux cosmovisions que distinguent des scolaires, qui sont les cosmovisions animistes et naturalistes. Après, je voudrais revenir plus spécifiquement sur ce que mentionne la loi votée par donc le Parlement néo-zélandais le 20 mars 2017. Je cite: « Le fleuve est reconnu comme une entité spirituelle et source de moyens de subsistance pour les communautés riveraines. Ko'au te awa, ko te awa ko'au. I am the river and the river is me. » Donc, je suis la rivière et la rivière, c'est moi. Et en lisant cette citation qui m'a interpellée, ça m'a fait penser à un autre cas, et du coup, je vais faire un peu un pas de côté encore par rapport aux deux cas qui nous intéressent aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment fait penser à cette autre lutte qu'il y avait entre février 2016 et mars 2017 aux États-Unis, qui est davantage mon terrain d'études à la base, dans la réserve sur Lakota de Standing Rock, où il y avait donc plus de 20 000 représentants autochtones qui se sont mobilisés contre le projet Dakota Access Pipeline, donc qui est un oléoduc qui maintenant passe sous la rivière Missouri, et le slogan récurrent qui revenait sans cesse, la citation, qui revenait, c'était Mini-Wichoni en Lakota, qui signifie l'eau c'est la vie. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas parler donc de ces deux cas sans repréciser qu'à la même période à peu près se jouait aussi une autre lutte autochtone, mais finalement à des fins très similaires, puisque c'était la protection de l'eau. Et là, par contre, c'est une question ouverte en me concentrant sur les cas que je présente aujourd'hui. Je me suis demandé finalement, et encore une fois, ça reste une question très ouverte, mais dans quelle mesure, justement, la rivière Missouri, donc sous laquelle passe le Dakota Access Pipeline dans le Dakota du Nord aux États-Unis, pourrait potentiellement, ou pas, c'est à étudier, mais être aussi reconnue comme entité vivante, à la fois par le droit, par le droit national, mais grâce justement à la cosmovision particulière et au traité particulier qui lie le peuple Lakota au gouvernement fédéral états-unien. Et ça, donc, je faisais un petit pas de côté, mais ça me semblait intéressant de
d'en parler. Et ça me permettait aussi de faire la jonction donc, avec l'Amérique du Nord et donc avec le Canada. Et parce que aussi, ce qui m'a interpellée dans la décision du Parlement de la Nouvelle-Zélande par rapport au fleuve Wanganawi, c'est que finalement, les droits reconnus au fleuve en particulier sont pas éminemment concrets. Enfin, je veux dire, ils sont pas très explicités, contrairement au cas qu'on va étudier maintenant, puisque pour le coup, la résolution qui a été votée le 16 février 2021, donc pour je me suis trompée dans ma slide, c'est pas la rivière Wanganawi, c'est pour la rivière Magpie, pardon, ce qui va venir. Donc cette résolution votée le 16 février 2021 reconnaît donc aussi la personnalité juridique à la rivière Magpie en tant qu'entité vivante. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, sont détaillés dans la résolution 9 droits. Donc, très explicite, puisque vous avez, on retrouve le droit de vivre, le droit d'exister, le droit de couler, le droit au respect de ses cycles naturels, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé et d'être protégé, le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, le droit de maintenir son intégrité, le droit de remplir des fonctions essentielles au sein de son écosystème, le droit d'être à l'abri de la pollution, le droit à la régénération et à la restauration, et le droit d'ester en justice. Et il me semble que c'est ce dernier droit qui est particulièrement intéressant, c'est que donc dans les deux cas, les fleuves sont maintenant sujets de droit, mais il m'a semblé, et là c'est anthropologue, pas en tant que juriste que je parle quand même, mais que le droit d'ester en justice enfin ça symbolisait quelque chose de très fort quant à la dimension active des droits reconnus à cette entité naturelle qu'est la rivière Magpie. Et du coup, ça me permet de renouer aussi avec la cosmologie Innu, de par justement cette reconnaissance par une résolution de la dimension active et physique du fleuve ou de la rivière en l'espèce. Et donc là, je citerai un ancien de l'Institut culturel Innu Chakapesh, qui s'appelle Martial, qui explique: selon la cosmologie autochtone Innu, la rivière n'est pas réduite à une formule chimique H2O dont les processus physiques pourvoient ou non à une vie biologique. Nous faisons la différence entre ce qui est animé, ce qui respire et ce qui est sacré, et ce qui est inanimé, ce qui est transformé, utile ou éphémère. Les rivières, les arbres, les montagnes, les pierres sont animées. Si c'est transformé mais que c'est sacré, c'est animé. Le pain, la pâté, la farine. Les pierres naturelles, par exemple, sont porteuses de l'âme des grands-pères, le mushkum, tandis que les pierres concassées d'une route sont inanimées, comme les terres rares composantes des téléphones ou ordinateurs. La rivière, l'eau sont animées, mais l'eau en bouteille n'est pas animée. Enfin, si c'est vivant, mais que c'est éphémère, ce n'est pas animé. Par exemple, les fleurs ne sont pas considérées comme animées. Je sais pas combien de temps il me reste. On va dire encore 3-4 minutes. Ah bah c'est parfait, d'accord. Merci. Et donc oui, ce que je sens, pardon, avant de commencer ma troisième partie, brièvement, ce qui me semblait aussi intéressant de souligner, c'est que autant la première décision a été adoptée par le Parlement néo-zélandais, autant la législation, pardon, la résolution concernant la rivière Magni dans le Nitassinan, donc en territoire Innu, a été rédigée par le Conseil des Inuits de deux contrées Innu différentes, Equanimishit et Mingani, et donc c'est une instance autochtone directement qui a rédigé cette résolution, ce qui donne encore, il me semble, une étape supplémentaire dans le processus de reconnaissance de
la place des organisations autochtones, des instances décisionnelles autochtones dans les processus législatifs. Et du coup, pour revenir à la problématique que je posais dans mon introduction, dans quelle mesure finalement ces deux cas nous permettent de parler à la fois d'assimilation et de survivance. Et ce qui me semble intéressant de constater, c'est que, donc, à la base, à la fois les Maoris et les peuples autochtones du Canada étaient sous domination des systèmes juridiques majoritaires, par exemple la common law britannique, mais pas que, à travers à la fois d'un côté le traité Waitangi de 1840 pour ce qui concerne les liens entre les Maoris et la Nouvelle-Zélande, quoique celui-ci n'avait pas totalement été appliqué, mais je n'ai pas le temps de détailler. Et la loi sur les Indiens, donc, qui est toujours en cours au Canada, qui est toujours en vigueur, pardon, et qui, à la base, les deux faisaient donc des peuples autochtones sur ces deux territoires différents, donc des autochtones, des sujets du droit dominant. Mais ce qui me semble intéressant de rappeler, c'est que dans la loi sur les Indiens, les peuples autochtones sont considérés comme des enfants, comme mineurs. Et donc c'est évidemment encore très, très, très controversé. Mais là, c'est comme si finalement, à travers différentes jurisprudences, il y avait, alors peut-être pas jusqu'à une inversion, mais en tout cas une immixtion donc des droits coutumiers des cosmovisions autochtones dans le droit soit de la région en particulier, soit du droit national. Et par exemple, pour cette immixtion du droit coutumier dans le droit national, ce qui m'a aussi intéressé, c'est ce concept de Tinoranga Tiratanga, donc un terme maori qui signifie pleine souveraineté, et finalement qui est dans la culture maori même, et qui a été entravé donc, durant des siècles de colonisation, mais c'est comme si finalement le fait de reconnaître la personnalité juridique au fleuve permettait de renouer avec ce principe maori. Je vais juste conclure sur 2 points. Il me semble que ces décisions sont aussi révélatrices d'un processus de décolonisation qui est en marche. On le voit à travers plusieurs mobilisations qui appellent à la décolonisation des terres et territoires, des esprits aussi. Il y a toute une décolonisation épistémologique qui est portée par les mouvements des peuples autochtones, que révèlent d'ailleurs les luttes pour la défense des terres et territoires, qui vont jusqu'à donc l'adoption de résolutions, de lois juridiques, etc. Et aussi, il me semble que ça a été dit dans l'introduction de ce séminaire, mais comment finalement aussi il y a tout un savoir transmis, ou en tout cas en cours de transmission des peuples autochtones vers les mouvements plutôt occidentaux ou européens écologistes. Et je pense à tous ces mouvements, que ce soit les soulèvements de la terre, que ce soit Extinction Rebellion, Youth for Climate. Quand tout à l'heure je citais la décision de la reconnaissance du fleuve en Nouvelle-Zélande, je suis la rivière et la rivière est moi, ça m'a tout de suite fait penser à ce slogan qu'on retrouve dans beaucoup d'événements pour les droits des peuples autochtones, mais pas que, donc comme je disais, dans les mobilisations en faveur de l'environnement, dans les COP aussi beaucoup. Nous sommes la nature qui se défend. Et je pense vraiment qu'il y a plein de, il me semble qu'il y a plein de liens qui émergent, et des passerelles qui se tissent entre ces mouvements de décolonisation, même épistémologiques, territoriaux et pour les droits de la nature, et les mouvements en Europe en tout cas. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Ronnie, pour cette présentation. Alors, voilà, comme d'habitude, je vais quand même laisser la priorité donc, au public pour des questions. Hein. Voilà, si les gens veulent réagir, vous pouvez lever la main ou le faire dans le chat. Sinon, j'aurai quelques questions, comme d'habitude. Mais Sabine, peut-être veux-tu d'abord entamer la discussion? Ben alors, de toute façon, la première question est toujours la plus compliquée, donc je propose de la poser. Et comme ça ouvrira la voie à d'autres questions. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Moi, en fait, quand on compare les deux processus, on s'aperçoit que, alors je vois ça au prisme du juriste, je suis désolée, mais on s'aperçoit qu'en fait ce sont, c'est l'aboutissement de deux processus qui commencent, si j'ai bien compris, par des accords entre qui font suite à une mobilisation autochtone. Et notamment, alors ce qui m'a vraiment intéressé sur le cas canadien, c'est que a priori, on a deux résolutions miroirs, donc une résolution, enfin qui reprennent exactement les mêmes termes. Une première résolution qui est adoptée par le Conseil des Inuits et une deuxième résolution par la municipalité. Et je trouve ça très très intéressant au niveau juridique comme processus finalement de faire adopter par deux ordres juridiques différents une résolution qui reprend les mêmes termes en fait et qui reconnaît la même chose, mais qui s'inspire très clairement de l'un des deux ordres juridiques. Et donc, je voulais vous demander, vous disiez que vous aviez observé d'autres cas dans votre thèse, durant votre thèse. Est-ce que vous avez observé le même processus, finalement, de synergie entre des ordres juridiques différents? Pour être tout à fait honnête, non, c'est la première fois que je voyais ça, en fait. D'accord, donc on peut en tirer aucune conclusion sur… Je pense que mes collègues auront peut-être des exemples plus concrets qui peuvent se rapprocher de cela. Et puis ma thèse, moi, n'était pas en droit, hein, donc j'ai pas d'équivalent de… D'accord, enfin, c'était pas nécessairement pour analyser mais pour voir historiquement, finalement, comment s'était construit comment avait été reconnue la personnalité juridique en l'occurrence des rivières. Et si on pouvait retracer finalement ou si on pouvait voir une analogie dans ces processus. C'était juste par effet de comparaison, en fait. Je regarderai du coup. Oui, je me permets de rentrer dans la discussion. Alors, si vraiment quelqu'un veut y prendre la parole. Vous avez fait un détour par la rivière Missouri. Alors, en fait, moi, l'interrogation que je me posais, parce que, effectivement, ce type d'initiative consistant à reconnaître la personnalité juridique des rivières ou des fleuves tend à se répandre de par le monde, hein, et même on l'envisage en France, on a des mouvements un peu similaires pour la Loire, pour le Rhône. Alors, est-ce que vous diriez que ces mécanismes, notamment la résolution concernant la rivière McPee est intéressante, visant à énoncer les droits finalement de ces rivières, est-ce qu'ils auraient vocation à s'exporter finalement dans d'autres cas et de manière récurrente, ou est-ce que ça doit rester des cas finalement isolés ce qui rejoint un peu l'action de Sabine, hein, mais est-ce que ça doit être un modèle pour nous, ou est-ce que ça doit rester pour ce que c'est-à-dire des intégrations dans des cas bien particuliers des savoirs autochtones dans le droit tel qu'il est appliqué? Il y a plusieurs… Merci beaucoup pour la question. Il me semble qu'il y a plusieurs cas qui sont en cours justement pour, comme vous le disiez, enfin, importer dans une certaine mesure ces mécanismes. Il y a l'association Wild Legal qui justement travaille par rapport aux Maroni en Guyane pour faire reconnaître justement les droits
excusez-moi, les droits du fleuve Maroni, justement, dans la lutte par rapport à l'orpaillage illégal. Et donc là, du coup, ça toucherait directement la France, puisque la Guyane est toujours une colonie française. Et il y a essentiellement ce cas-là que je peux citer. Essentiellement aussi toujours par rapport au cas de la Guyane, au fait que l'eau soit extrêmement contaminée par des forts taux de mercure. Alors même que les peuples autochtones de Guyane dépendent de la pêche et donc qui entraînent de forts taux de contamination des corps liés à l'ingestion directe de mercure. Donc, Way Legal travaille beaucoup aussi justement à faire un peu une recension de tous ces précédents, que ce soit au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Équateur, en Bolivie, etc., pour potentiellement permettre à ce que ces décisions fassent aussi à un moment jurisprudence en France. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vais les lire pour la vidéo parce que sinon, après, elles ne seront pas enregistrées. Et puis, vous pouvez lire en même temps. Hein. C'est plus simple une fois de lire que d'écouter pour y répondre. Alors, d'abord, Didier Guevel qui pose une question alors, qui revient souvent. Bon, c'est l'élection de juriste, hein, désolé, on est un peu majoritaire autour de cette assemblée, qui demande qui est habilité pour rester au nom et pour le compte des fleuves personnalisés. De ce que j'ai compris, c'est très compliqué parce que justement, si ce droit d'ester en justice est reconnu, il faut que ce soit un groupe qui soit constitué à la fois de... c'est dans mes notes, je suis désolée. Il y a un nombre spécifique et de représentants autochtones et non autochtones. Mais je ne saurais plus vous dire exactement. Alors, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, mais là, pour moi, c'est lointain, il me semble qu'il y avait la loi prévoyait justement une commission censée représenter le fleuve. Hein. Il me semble que c'était prévu par la loi, en tout cas. Voilà. Mais c'est un souvenir lointain, donc là, voilà. C'est ça. Vous savez ça sans le mieux que moi. Voilà. Mais ce qui m'avait interpellé, c'est que oui, c'est pas forcément autochtone, par contre, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que l'idée, c'est que le fleuve dépasse finalement, transcende en fait les seuls autochtones. Non, c'est ça l'intérêt de ces mécanismes. Wilfried Adou, alors je lis sa question, mais voilà, vous pouvez en prendre connaissance. Voilà, il pose toujours des questions tout à fait pertinentes. Alors, première question, donc vous avez fait une distinction entre la culture autochtone et religion provenant de la colonisation. Est-ce que cela suppose que vous prenez la culture d'un peuple autochtone comme figée? Alors ça, c'est une question effectivement intéressante. Voilà, il faut s'y répondre. En fait, je faisais la distinction entre spiritualité et religion dans la mesure où la plupart des militants autochtones que j'ai pu interroger dans le cadre de mes travaux parlaient davantage de spiritualité que de religion. Après, c'est toute la complexité du syncrétisme. C'est qu'à certains moments, il y a des emprunts à la religion liés à l'importation de la religion catholique à travers les pensionnats autochtones. Et donc, pour le coup, la culture d'un peuple autochtone est évidemment pas figée, puisque c'est le fruit de tous ces échanges de choix ou de forces qui ont été faits. Donc, à savoir que les peuples autochtones, les pensionnats autochtones ont à la fois était à l'origine de ce syncrétisme, mais un syncrétisme qui a été quand même, si on parle des pensionnats, d'une violence inouïe et qui a été véritablement le lieu de trauma intergénérationnel. Après, on peut très bien dire que c'est pas tant la religion, bien sûr, en soi, qui a été source de traumatisme, mais la façon avec laquelle elle a été imposée aux enfants et ce traumatisme qui a été imposé aux parents
de se taire liées à leurs histoires respectives et de ne pas pouvoir la transmettre directement à leurs enfants. Après, la religion, désormais, elle est pour les générations post-pensionnat, elle est très complexe, liée justement, donc, comme je dis, à la fois à cette ce mélange en fait à la fois de spiritualité, alors je peux dire à savoir la spiritualité qui était celle avant les pensionnats autochtones et les influences de la religion et qui maintenant se mélangent. Donc bien sûr que non, je dirais pas que la culture d'un peuple autochtone est figée, bien au contraire, et on le voit bien puisqu'on en est à parler d'immixtion au sein même du droit, et donc non, au contraire. Très bien, et alors il enchaîne, et effectivement, c'est des questions qui sont intéressantes. Il nous demande quelle est la conséquence du lien de parenté existant entre le fleuve et les membres de la communauté concernant la représentation du fleuve. Il précise, donc autrement dit, qui sont les parents et les enfants entre le fleuve et les autochtones. Et il ajoute, donc cela pose également la question de la représentation, dans la mesure où ce sont les humains qui ont accès aux organes de protection des droits. Peut-on, alors je pense qu'il manque un mot, donc peut-on voir les humains comme les parents, ou c'est un cas particulier dans lequel le fils, la fille représente les parents. Je pense que il pose la question finalement de ce lien familial qu'on peut avoir évidemment vis-à-vis du fleuve, parce que oui, peut-être effectivement il apparaît l'air comme étant un parent, si ce n'est qu'en somme, ce sont les êtres humains qui vont représenter. J'ai l'impression que c'est ça, mais s'il veut prendre la parole, je peux lui aller donner, sinon vous pouvez dire ce que vous inspire sa question. Si j'ai bien analysé les témoignages que j'ai pu avoir sous les yeux et à écouter, c'est plus complexe que juste parents et enfants, il me semble. Il me semble que c'est comme tout est lié, enfin, je pense que c'est quelque chose de situationnel aussi. Et en tout cas, on retrouve beaucoup ça dans la cosmovision Innu. C'est que c'est pas une temporalité figée pour le coup. Et du coup, c'est des, comment dire, c'est des statuts qui sont changeants avec le temps. Donc, qu'il y ait un lien de parenté entre fleuve et êtres humains, entre entités naturelles, enfin entre toutes les entités animées, vivantes, ça c'est explicité. Après, il me semble, si j'ai bien compris, et on parle de choses très complexes, mais que c'est pas figé. Par exemple, à un moment, dans l'une des citations que je mentionnais, il y avait cette idée de grands-parents. Enfin, donc c'est plus fluctuant. Et par exemple, et là je vais citer un autre exemple qui est pas lié à l'eau, mais qui est lié à une autre entité vivante qui est l'ours pour les Inuits. Il y a une poétesse Innu, Joséphine Bacon, que vous connaissez peut-être, qui disait que les Inuits voient en l'ours leur grand-père. Mais après, c'est quelque chose aussi de très d'une temporalité extrêmement, il me semble, autre, dans la mesure où c'est pas une temporale linéaire, mais cyclique. Et je pense que c'est là où on retrouve cette cosmovision situationnelle, dans une certaine mesure. Oui, c'est difficile de mettre des termes finalement qui sont communs face à ce genre de situation où finalement on change tout à fait de prisme. Alors, on va peut-être finir une dernière question, parce que comme Lan a levé la main, donc si vous voulez prendre la parole pour réagir, là, je laisse la parole. Merci, Monsieur le Président du panel. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, chers professeurs.
Je remercie Madame Auréoli pour sa présentation. Je voudrais savoir que si Madame Auréoli pouvait me dire si les traités ou bien les accords qu'elle a eu à évoquer dans le cadre de sa communication sont effectifs et efficaces. Est-ce que ces accords sont réellement mis en œuvre? Est-ce que les objectifs qui leur sont assignés ont été atteints ou sont atteints? Merci. Excellente question. Aurélie. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est une très bonne question. Et il me semble que si ces traités, enfin, si ces législations sont effectives, l'efficacité, elle est plus discutable parce que il y a toujours encore des méga projets en cours. Il y a toujours des projets soit à vocation à développer le tourisme, soit à développer justement d'exploiter la surface de l'eau. Et dans ce que je lisais, que je trouvais aussi intéressant, c'est que finalement, il y avait une distinction entre le fleuve en tant que quantité, et comme s'il y avait différentes strates dans le fleuve, et il y avait des choses qui n'étaient pas très claires sur l'exploitation de la surface de l'eau, par exemple, qui permettait l'exploitation du tourisme en kayak, en canoë, etc. Et pour revenir sur, bon, ça c'était pour la Nouvelle-Zélande, mais pour le Canada, il y a toujours un grand mouvement depuis justement depuis 2017 en fait, qui s'appelle Land Back, qui a vocation, donc qui a été initié par un collectif qui s'appelle Indian Collective, et qui justement a vocation à défendre les terres et territoires autochtones, justement aussi, par exemple, contre des projets d'oléoduc, puisqu'on a des cas avérés de fuite de pétrole dans les eaux. Or, par exemple, il y a des peuples autochtones sur la côte nord-ouest du Canada qui vivent essentiellement de la pêche du saumon et qui voient leur droit de pêche mis à mal. Donc, dans un sens, j'ai l'impression, c'est des décisions importantes qui marquent des tournants, mais qui en même temps, à certains niveaux, restent de l'ordre c'est une efficacité relative et qui est parfois même symbolique, mais qui en tout cas ont le mérite de créer des précédents pour que d'autres peuples en résistance, en lutte, puissent s'y référer. Effectivement, c'est toujours mieux que rien, comme on dit, et bon, voilà, c'est vrai que ce sont des expériences qui ont le mérite d'exister et peut-être de faire avancer la réflexion sur les meilleurs moyens de défendre les droits des peuples autochtones. Alors, on va passer à l'intervention suivante pour enchaîner. Un débat pourrait se prolonger, mais éventuellement, nous y reviendrons. Alors, je vais introduire. Donc, nous allons avoir une intervention de Steve Fouedjo Nguetsa, qui est docteur en droit des universités d'Aix-Marseille et de Chang. Alors, il a fait une thèse sur la protection de la personne humaine dans le secteur de l'exploitation minière au Cameroun. C'est une question extractivisme qu'il connaît bien et va nous faire une intervention dont le thème est injustice environnementale et droits des peuples autochtones sur les ressources minières dans le bassin du Congo. Je précise que injustice, le 1 est entre parenthèses. Alors, cher Steve, vous avez la parole et je crois que la connexion n'est pas très bonne. Vous allez juste vous exprimer, mais nous n'aurons pas la vision, la vidéo, parce qu'on risque d'être coupé. Nous vous écoutons pour une vingtaine de minutes. Alors, je voudrais remercier Zéra, je voudrais remercier Aurélie, Sabine et globalement tous les intervenants, tous les participants à ce webinaire. Tout le plaisir est le mien de pouvoir participer à cet exercice scientifique, de pouvoir partager avec eux les joies et les passions du droit des peuples autochtones qui nous est cher, visiblement. Je voudrais également remercier Aurélie pour son intervention qui, selon l'heureuse expression de Sabine, nous a offert l'une des clés, une solution au problème que rencontrent les peuples autochtones, à savoir la personnification, l'idée de personnification. En ce qui nous concerne, nous voudrions surtout intervenir sur
nous voudrions surtout intervenir sur un des problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones. Nous l'avons dit, les peuples autochtones font l'objet d'une préoccupation majeure en droit international. La législation est relativement étoffée et l'une de ces préoccupations est notamment relative à la protection de leur environnement. Sabine l'a dit, ce sont des peuples qui sont dotés de savoirs particulièrement utiles dans le cadre de la conservation de la nature, mais curieusement, la plupart, sinon l'essentiel de leurs problèmes, vient justement de la destruction de l'environnement, de la dégradation de l'environnement. On parle aujourd'hui de limites planétaires, d'urgence environnementale, d'urgence écologique, d'anthropocène. Tous ces concepts-là sont en lien avec la dégradation de l'environnement qui affecte particulièrement les peuples autochtones. Et à l'origine de cette dégradation environnementale, justement, on retrouve le phénomène d'exploitation minière. On parle de plus en plus d'extractivisme d'ailleurs, cette forme d'enrichissement par surexploitation des ressources naturelles qui expose les peuples autochtones à de nombreuses externalités négatives en même temps qu'il met en péril leurs droits. Et face à ce problème, à cette crise environnementale qui affecte les peuples autochtones, l'un des remèdes ou l'une des solutions qui a été proposée est relative à la justice environnementale. Par justice environnementale, nous entendons ici la répartition équitable des coûts et des bénéfices tirés de l'environnement. Il s'agit de répartir de manière équitable les risques environnementaux, d'intégrer les exigences d'éthique, de responsabilité, d'équilibre et d'équité, de promouvoir l'égal accès aux ressources naturelles, la participation de ces peuples-là à la gestion de leurs ressources, de leur accorder des bénéfices une fois que leur environnement aura été exploité. La question est relativement nouvelle en Afrique subsaharienne de façon générale. Si en Afrique du Nord, ou du moins à l'Occident, il y a beaucoup d'écrits, en Afrique, les écrits sont très peu nombreux. Et il nous a semblé que le bassin du Congo pouvait constituer un terrain fertile justement pour examiner, pour éprouver le concept de justice environnementale. Pourquoi nous le pensons? Nous le pensons à peu près pour 3 raisons. D'abord parce que le bassin du Congo, qui est composé d'un ensemble de pays, et on peut citer le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, Centrafrique. Et donc, le bassin du Congo abrite de nombreux peuples autochtones, notamment les Pygmées. Ce sont des peuples à peu près similaires qu'on retrouve dans ces États-là. Il abrite de nombreux peuples autochtones. Il est ensuite un véritable scandale géologique et en cela, il est le cadre d'une activité extractive particulièrement importante. Et enfin, le bassin du Congo abrite les forêts tropicales les plus importantes après celles de l'Amazonie. C'est un véritable poumon de la Terre. On sait l'importance des forêts dans le cadre de la protection de l'environnement. Et donc, au regard de ces interactions, de cette imbrication, de ce lien étroit qui existe entre peuples autochtones, entre peuples autochtones, justice, environnement, eh bien, nous nous sommes posé la question de savoir si le sort qui est réservé à ces peuples-là dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles dans le bassin du Congo était conforme à l'exigence de justice environnementale. Nous avons globalement répondu par la négative parce que l'examen des instruments à notre disposition et l'observation des pratiques nous ont permis de découvrir ou de nous rendre compte que les peuples autochtones subissent de nombreuses injustices environnementales. La première catégorie de ces injustices, à notre sens, est liée, nous avons parlé des injustices liées au coût de l'exploitation minière, coût entendu ici comme le prix à payer, au coût de l'exploitation minière. Et la deuxième catégorie d'injustice est liée aux bénéfices tirés de cette exploitation-là. Donc, en ce qui concerne les injustices liées au coût de l'exploitation minière, nous nous sommes rendus compte que les peuples autochtones payaient le lourd tribut de l'exploitation minière, à peu près pour 2 raisons. La première raison, c'est que parmi les entités impliquées dans le processus extractif, les peuples autochtones sont les plus mal identifiés, les plus mal reconnus. C'est ce que nous avons appelé les injustices de reconnaissance. La seconde raison,
Et nous avons pu observer cela à travers nos déplacements sont les plus exposés par l'activité extractive. C'est ce que nous avons appelé les injustices d'exposition. En ce qui concerne les injustices de reconnaissance, nous savons qu'en droit, la qualification est un exercice important parce qu'il permet de déterminer la nature juridique d'un concept. Et à chaque nature juridique correspond un régime juridique bien précis. Or, si en droit international, la notion de peuple autochtone a suffisamment été élaborée, notamment à travers l'ONU, notamment par l'ONU, avec les critères que l'on connaît, antériorité sur le territoire, attachement historique à ce territoire-là, spécificité du mode de vie, discrimination dont ils sont l'objet, l'on va se rendre compte en examinant les législations nationales que cette conception-là du peuple, de l'autochtonie n'est pas partagée, elle n'est pas partagée. Et lorsqu'on analyse les législations minières, justement, on découvre comme un mélange de genres qui entraîne des confusions. On ne sait pas finalement si c'est des peuples autochtones qu'il s'agit ou pas. On va retrouver ça et là dans les législations, notamment camerounaises. On parle de population riveraine. Au Gabon, on parle de minorité culturelle. On parle de population marginale. On parle de collectivité coutumière. On parle de collectivité villageoise. On parle de population voisine. On parle de communauté locale sans qu'on ne sache jusqu'où s'étend la localité. Et donc, cette multiplicité de dénominations crée comme un flou et jette un peu la suspicion sur la sincérité avec laquelle les législateurs nationaux ont voulu s'intéresser à la protection des peuples autochtones. On ne sait pas finalement si c'est les peuples autochtones qui ont voulu être protégés, qu'on a voulu protéger ou pas. Mais là n'est pas tout. En plus de reconnaître ces peuples-là, il faut encore pouvoir les identifier formellement. Or, dans la plupart des pays du bassin du Congo, à l'exception du Congo et de la République démocratique du Congo, ces peuples-là ne sont pas formellement identifiés. Ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est que en plus de n'être pas formellement identifiés, les droits de ces peuples ne sont pas nécessairement reconnus. Pour ne citer qu'un exemple, nous allons parler du droit à la terre. Nous savons quelle est l'importance de la terre pour les peuples autochtones. Elle est un médicament, elle est un restaurateur, elle est un outil de tradition et de spiritualité, Aurélie l'a dit. Sauf que lorsqu'on observe les législations nationales des États du bassin du Congo en lien avec l'activité minière, nous allons par exemple citer le Code minier camerounais, issu d'une loi de 2016/017, qui, en son article, s'indique clairement que les ressources minières, les ressources naturelles, qui sont généralement contenues dans le sol, donc dans la terre, sont la propriété exclusive de l'État. Ça veut dire que le droit des peuples autochtones sur cette terre-là, sur ces ressources-là, n'a pas été pris en compte. Et de là, il se déduit à peu près deux conséquences. Si ce droit n'a pas été pris en compte, on comprend que l'État peut exploiter ces ressources-là sans consulter les peuples autochtones. D'ailleurs, le droit à la consultation des peuples autochtones est prévu dans le cadre de la législation minière camerounaise qu'en ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or, nous savons que l'exigence de consultation éclairée et préalable est un peu plus vaste que ça. Donc, ce sont des peuples en mal de reconnaissance et ce sont des peuples particulièrement exposés. Et ça, nous avons pu nous en rendre compte en visitant les chantiers miniers. Nous avons fait le tour, nous sommes allés à Bertoua, Batouri, Ngoïla. Ce sont des régions de l'Est Cameroun. Nous avons également scruté ce qu'on appelle le Tridom. C'est un complexe transfrontalier Cameroun-Congo-Gabon qui abrite de nombreuses aires protégées et où prospère une activité minière intense. Et nous avons constaté qu'il y a une très grande dégradation de l'environnement avec une destruction du couvert forestier qui peut entraîner tout ce qu'on sait, réchauffement climatique, avancée du désert, avec la pollution des cours d'eau, liée notamment à l'utilisation du cyanure et du mercure, ce qui non seulement prive les populations autochtones de ressources halieutiques, mais ce qui entraîne de nombreux décès parce que l'exploitation entraîne
implique de creuser de grands trous. Et dans ces trous-là, justement, il n'est pas rare de constater que des peuples, des enfants et des femmes autochtones décèdent. Voilà pour ce qui concerne globalement les injustices liées au coût de l'exploitation minière. Nous avons parlé d'injustice de reconnaissance et d'injustice d'exposition. Mais là n'est pas tout. En plus d'être injustement reconnus, insuffisamment protégés, les peuples autochtones sont surtout le parent pauvre, si l'on peut le dire ainsi, de l'exploitation minière, notamment en termes de bénéfices qu'on peut en tirer. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous avons constaté que ces peuples-là sont particulièrement lésés du point de vue de la distribution des dividendes issus de l'activité minière. C'est ce que nous avons appelé les injustices distributives. Et nous avons également constaté que même lorsque ces peuples sont lésés, il leur est particulièrement difficile de faire reconnaître leurs droits, de revendiquer ces droits-là, de les faire restaurer. C'est ce que nous avons appelé les injustices procédurales. En ce qui concerne les injustices distributives, nous n'allons pas nous étendre plus que ça, nous allons prendre quelques exemples. Nous prenons la législation minière camerounaise. Excusez le chauvinisme, nous sommes camerounais. Lorsque nous examinons ces législations, on peut y lire de façon ramassée que le produit de la taxe à l'extraction, donc de la taxe liée à l'exploitation de l'activité minière, est réparti comme suit entre l'État, notamment les administrations des mines, les administrations des domaines, l'administration du trésor, les communes, et puis on vous dit, et le cas échéant, la population riveraine. Donc déjà, on ne sait pas trop ce que c'est que la population riveraine, comme on l'a dit au départ. En plus, ce n'est que le cas échéant, donc ce n'est qu'une éventualité. Or, cette façon d'écrire la loi, cette légistique-là constitue une sorte de recul même par rapport à ce qui avait été prévu dans le cas du Code minier de 2001 au Cameroun, où on prévoyait clairement que les populations riveraines ont droit à 10%. Non, le Code minier de 2016 nous dit le cas échéant. On peut même aller plus loin que ça. Lorsqu'on observe ce qui est prévu au titre du contenu local, le contenu local, c'est la contrepartie que l'activité minière fait subir à la localité. On convient que l'activité minière, elle détruit, elle produit de nombreuses externalités négatives. La contrepartie, ce qu'elle offre en revanche, c'est ce qu'on appelle le contenu local. C'est un ensemble de programmes de formation, de mécanismes d'emploi, de construction d'infrastructures que les entreprises minières sous le contrôle de l'État ont la charge de mettre en œuvre au bénéfice des populations. Et donc, on se rend compte en examinant ce contenu local que il ne prévoit pas du tout de former, d'employer en priorité les peuples autochtones, mais même s'agissant des programmes liés à la construction des infrastructures sociales, il est dit que ces infrastructures seront construites au profit des populations riveraines, le cas échéant. Une fois encore, on est dans le cadre de l'hypothétique, ce n'est qu'une éventualité. Donc, c'est en cela que nous avons pu dire ou penser que les peuples autochtones sont victimes d'injustices, notamment distributives. En plus de ces injustices distributives-là, nous avons pensé que, et nous avons pu le vérifier d'ailleurs, que les peuples autochtones sont victimes d'injustices procédurales. Par justice procédurale ici, nous entendons l'ensemble des mécanismes qui peuvent permettre aux peuples autochtones de faire reconnaître leurs droits ou de les revendiquer, même devant les juridictions. Et dans ce cadre-là, nous avons constaté que les peuples autochtones sont en face de nombreuses contraintes, à la fois de nature juridique et sociologique. Sur le plan juridique, il n'est pas toujours facile pour les peuples autochtones de faire reconnaître leurs droits. Au Cameroun, par exemple, vous verrez que la législation foncière ne permet d'immatriculer les terres anciennement occupées qu'à la condition que le demandeur à immatriculation est occupé ou exploité. Par occupation, on entend la construction de maisons. Par exploitation, on entend l'agriculture, par exemple. Sauf que ces exigences d'occupation ou exploitation préalables à l'immatriculation des terres anciennement occupées est incompatible avec le mode de vie des peuples autochtones. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mode de vie qui ne s'accommode pas beaucoup de réalisations pérennes. C'est généralement des peuples nomades
dont l'activité ne laisse pas d'empreinte sur le sol. C'est la chasse, c'est la cueillette, c'est la pêche. Or, ce ne sont pas nécessairement des activités qui se caractérisent par des occupations permanentes ou des exploitations pérennes. On peut même aller plus loin. Lorsqu'on se penche surtout sur le droit d'ester en justice, la question surtout si on est en face d'un juge peu conciliant, la question de la capacité de ces peuples à rester en justice pose problème, dans la mesure où ils n'ont pas de personnalité juridique. La question de la qualité de l'intérêt se pose également, notamment dans le cadre de l'exploitation minière industrielle. Parce que, par exemple, au Cameroun, l'exploitation minière industrielle est réalisée sous la forme ou sur la base de ce qu'on appelle une convention minière. Donc, on est en plein dans le droit des contrats. Et nous savons que, compte tenu du principe de la relativité du contrat, il n'est pas possible du contrat minier qui unit l'État à l'exploitant minier, il ne sera pas possible pour les peuples autochtones, qui ne sont que des tiers à ce contrat-là, d'agir en responsabilité contractuelle. Il ne leur reste donc que la responsabilité délictuelle. Mais là encore, on est loin d'être sorti de l'auberge, parce que ce seront ces peuples-là qui sont pour la plupart très peu éduqués, particulièrement pauvres, seront confrontés à des défis, de nombreux défis liés notamment à la réparation du préjudice. Quel peuple autochtone on a heurté? Comment on répare? À partir d'où commence le peuple autochtone? Jusqu'où est-ce qu'il s'arrête? Et puis, les questions de preuve, particulièrement complexes en ce qui concerne le dommage environnemental. Donc, c'est sur la base de cet ensemble d'observations-là que nous avons pu dégager cette analyse et que nous pouvons conclure que le sort des peuples autochtones nous semble encore être loin d'être conforme à l'exigence de justice environnementale, et cela pose problème dans le cadre ou dans la perspective du développement durable. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Un grand merci pour cette intervention vraiment très, très claire et malheureusement un peu désespérante dans le constat qui est dressé. Juste, j'attire votre attention avant d'ouvrir la discussion, mais encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou aller dans le chat, comme d'habitude. Je vous ai mis le temps de l'intervention, parce qu'on n'avait pas la vidéo, le programme du jour, et juste pour attirer votre attention sur le fait que nous aurons également le plaisir d'avoir l'intervention de Karine David en fin de webinaire à 19h15, donc il ne faudra pas vous enfuir, compte tenu d'un sujet très, très, très intéressant, qui est l'actualité du Code de l'environnement des îles Loyauté. J'arrête mon partage et j'ouvre la discussion. Donc, j'ai une réaction dans le chat. Voilà, avec une question qui est posée donc, par M. Eugène Pascal Parfait, Nkili Nvidia. Donc, je vous la lis pour la vidéo. Vous pouvez la voir dans le chat. Il nous demande si la propriété exclusive de l'État sur les mines exclut-elle la protection des intérêts des peuples autochtones? Je remercie M. Nkili Eugène, qui est un aîné dans le cadre du métier que j'exerce, celui de magistrat. Je le remercie pour cette question, au sujet de laquelle nous voulons bien répondre en disant que, justement, nous pensons que la consécration de la propriété exclusive de l'État sur les ressources naturelles est quand même un obstacle, elle est une difficulté, elle est un obstacle à la protection des droits des peuples autochtones, dans la mesure où il aurait été possible, et cela a été vu en Guinée-Conakry notamment, d'associer à la propriété de l'État le consentement éclairé et préalable de ces peuples-là sur les ressources naturelles. En ne consacrant que la propriété exclusive, on a le sentiment que l'État a la liberté de faire ce qu'il veut, le droit de propriété étant le droit de jouir, de disposer de la manière la plus absolue. Donc, il nous semble que la rédaction ou que l'articulation de ce texte-là aurait pu être meilleure dans le souci justement d'intégrer ou de mieux prendre en compte les peuples autochtones. Très bien. Comme l'Anne a levé la main, donc vous avez la parole si vous voulez poser votre question. Merci une fois encore, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Steve pour sa communication.
Et M. Steve a dit dans sa communication que les peuples autochtones n'ont pas de personnalité juridique. Je ne sais pas, je voudrais qu'il m'édifie davantage. Est-ce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique en tant qu'individu ou en tant que communauté autochtone? Ma deuxième question est de savoir si la reconnaissance du droit des peuples à l'environnement ou aux ressources environnementales n'entre-t-elle pas en conflit avec la souveraineté permanente des États sur l'environnement? Merci. Nous voulons remercier nous voulons vous remercier pour la question. Nous allons répondre dans l'ordre des questions, c'est-à-dire nous allons commencer par répondre à la première question relative à la personnalité juridique des peuples autochtones. En droit positif, et notamment en droit camerounais, la personnalité juridique est encore pour l'heure, et je crois que c'est le cas d'ailleurs dans de nombreux pays qui appliquent un droit d'inspiration romano-germanique, en tout cas en Afrique, dans le bassin du Congo. La personnalité juridique est reconnue aux personnes physiques prises individuellement et aux personnes morales. Alors, est-ce que les peuples autochtones sont une personne morale? Il ne nous semble pas, parce qu'elles ne remplissent pas ces critères liés à l'immatriculation, notamment au RCCM, comme c'est le cas pour les sociétés commerciales. Est-ce que les peuples autochtones sont une personne physique? Non, parce que c'est un ensemble de personnes physiques. Est-ce que cet ensemble de personnes physiques-là a la capacité d'ester en justice de manière autonome? Il ne nous semble pas que la législation des États du bassin du Congo ait envisagé une telle opportunité, une telle perspective, une telle possibilité. En ce qui concerne la question de savoir si la reconnaissance du droit des peuples autochtones sur les ressources naturelles ne constitue pas finalement un obstacle à la souveraineté de l'État, nous, sans doute parce que nous sommes préoccupés par la question ou le sort des peuples autochtones, ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout un équilibre fragile, mais c'est un équilibre à trouver quand même. C'est un équilibre à trouver et c'est précisément ce que nous décrions. C'est-à-dire que lorsqu'on observe la législation des États du bassin du Congo, on a le sentiment que la balance pense un peu trop du côté de l'État au détriment des peuples autochtones. Loin de nous l'idée de remettre en cause justement la souveraineté des États, mais il s'agit surtout pour nous d'inviter à une plus grande prise en compte, à équilibrer un peu plus, à associer à l'État les peuples autochtones qui sont des peuples historiquement installés et particulièrement attachés à ces terres qui contiennent ces ressources naturelles. Merci Laurent pour ces réponses. Effectivement, c'est un débat très, très intéressant. Alors, je voudrais réagir aussi sur ces échanges, mais priorité aux questions qui sont posées. J'ai lu une question, alors attendez, je la retrouve. Alors, Veni Otto. Voilà, Veni Otto, donc il nous pose une question. Il se demande si la consécration d'un titre foncier collectif pourrait contribuer à garantir les droits fonciers des peuples autochtones. Je remercie l'intervenant pour sa question, à laquelle je réponds par l'affirmative. Il y a une réforme foncière au Cameroun qui a été initiée depuis bien longtemps et qui n'a pas encore vu le jour. Et justement, dans le cadre de cette réforme-là, l'idée de titre foncier collectif, de propriété collective a été évoquée et est envisagée comme pouvant constituer un remède à la protection des peuples autochtones, à la protection de leurs droits, à la préservation de leurs terres ancestrales, dont nous pensons que oui, l'idée d'un titre foncier collectif peut contribuer à protéger les droits des peuples autochtones. Avec certainement, j'imagine, l'enjeu que ce titre soit réellement respecté. Bien sûr. Alors, une autre question qui a été posée de Marc Bassène. Alors, il se demande s'il y a quelque chose de prévu au sein de l'espace communautaire, plus précisément l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au sein de l'espace communautaire en Afrique centrale? Oui, il y a un code minier communautaire. Il y a également, de façon un peu plus globale, en Afrique, la vision minière africaine, mais ce que l'on peut justement décrire dans le cadre de l'articulation entre ces législations et législations nationales, c'est que chacun se comporte en la matière comme si
comme s'il avait l'apanage exclusif de la décision, quoi. Alors, et on revient à la question qui a été posée antérieurement, la question de la souveraineté. Est-ce que les peuples ou est-ce que les États sont prêts à prêter une oreille attentive à ce qui serait dit en dehors de leurs frontières relativement aux ressources dont elles estiment être propriétaires? C'est encore un autre débat. Donc, oui, sur le plan sous-régional et régional, il y a des législations, certes embryonnaires, mais elles existent. Et il nous semble que non seulement ils ne sont pas suffisamment élaborés, mais qu'encore, il va se poser un problème d'acceptation au niveau des États si elles venaient à être plus intéressantes que ce qui est prévu au plan national. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, mais juste là, ça me vient, c'est par rapport à votre réponse. Est-ce que il y a des, enfin, vous avez déjà un peu répondu, mais est-ce qu'il y a des peuples autochtones qui seraient potentiellement sécessionnistes? Qu'il y en a en Afrique qui seraient dans cette position? Des peuples autochtones qui seraient potentiellement sécessionnistes, pour parler d'un pays que nous connaissons un peu mieux, le Cameroun, non. Ce sont plutôt des peuples qui sont dans la position de la victime. Hein. Au Cameroun, voyez-vous, il y a eu un projet de loi sur les populations marginales, un projet de loi qui ne s'est jamais matérialisé en une loi. Et ce qui est particulièrement inquiétant dans le cadre de ce projet, c'est qu'on a plutôt découvert une tendance, une volonté d'assimilation des peuples autochtones, parce qu'on y retrouve des termes comme stabilisation, intégration des pygmées, qui ont tendance, qui sont davantage l'expression d'une volonté de les assimiler, de leur faire perdre leur identité. Donc, contrairement à une posture rebelle que les peuples autochtones adopteraient ailleurs, il ne nous semble pas que ce soit le cas au Cameroun. Ce sont plutôt des populations particulièrement marginalisées et que l'on a tendance à vouloir, pardonnez-moi l'expression, allogéniser. Voilà. Alors, une question de Wilfred Adou. Je crois qu'il y en a deux. Je vais lire la première, une question que je veux poser aussi. Et vous voyez, vraiment, votre intervention suscite pas mal d'interrogations. C'est vraiment superbe ces échanges. Il se demande quelle est l'influence de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la question de l'exploitation des ressources minières au Cameroun. Alors, il continue, y a-t-il une prise en compte de cette jurisprudence, voire de nouveaux contentieux nationaux depuis les affaires kenyanes, alors j'imagine Ogiek et Androy. En tant que magistrat, quel intérêt y accordez-vous? Je le remercie de sa question. Déjà, je voudrais dire, et là je parle sous le contrôle de monsieur Nkili qui a posé la question précédemment, le contentieux minier, et nous l'avons dit dans le cadre de notre thèse, le contentieux minier n'est pas généralement déféré devant les juridictions. C'est un contentieux davantage administratif plutôt que juridictionnel. Bien sûr, on peut trouver ça et là quelques cas, de litiges liés notamment au bruit ou à la pollution que générerait l'activité extractive des mines ou des carrières. Je pense notamment à Simencam. Mais ce n'est généralement pas un contentieux juridictionnel. C'est un contentieux qui s'analyse davantage en des réclamations que les populations adressent à l'administration, qui, cas un cas, essaye d'y apporter des solutions qu'elle peut. Alors, ces solutions ne sont même pas toujours idoines. Hein. Nous avons examiné dans le cadre de notre thèse notamment un cas où l'administration, après avoir été saisie d'une requête, a demandé au requérant de se rapprocher de l'entreprise minière. Alors que c'est précisément parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de compromis avec l'entreprise minière qu'elles sont venues vers l'administration. Donc, nous avons retrouvé ça et là quelques cas, mais ce n'est globalement pas un contentieux juridictionnel. Maintenant, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous disons qu'elle est particulièrement riche. Nous avons une connaissance des affaires Ogiek, des affaires Enderoy notamment, mais nous n'avons pas encore observé au plan interne une réception de cette jurisprudence-là, parce que justement, les cas ne sont pas nombreux et quand bien même il y en aurait, nous n'avons pas retrouvé de décision où le juge s'émancipe des considérations nationales pour convoquer ces éléments de réponse apportés par la jurisprudence. Espérons avoir répondu. Alors, très bien. Alors, il y a beaucoup de questions qui affluent. Alors, je vais devoir alterner. Donc, je m'excuse pour Wilfred Adou. Je vais passer, je reviens peut-être après sur la question de deux. D'abord, la remarque de M. Nkili Nbida.
Alors, il nous dit donc par ailleurs, la réglementation camerounaise en matière d'immatriculation foncière, l'occupation ou l'exploitation dont il fait question ne semble pas avoir une précision sur leur caractère permanent. Cependant, pour aller dans votre sens, n'est-il pas contradictoire d'affirmer qu'un peuple autochtone dont l'une des caractéristiques est la permanence de son installation sur un site litigieux et le fait qu'un tel peuple est victime d'injustice juridique? Pouvez-vous, Zira, reprendre la question pour nous, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, je pense que la problématique qui est soulevée, c'est le fait, si j'ai bien compris la question, peut-être qu'il l'a précisé ensuite, selon laquelle, effectivement, le peuple autochtone, par définition, a une permanence dans son installation et qu'en même temps, eh bien, on a une réglementation. Alors, je vous avoue que non, je ne sais pas, j'essaie de l'expliquer. Alors, Monsieur Nkili Nbida, si vous le souhaitez, je peux vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir pour préciser le sens de votre question, parce que j'en suis un mauvais interprète. Donc, je vais vous autoriser à ouvrir votre micro si vous voulez vous exprimer devant nous. Ce sera, je pense, plus simple. Voilà. Je vous invite à participer. Bien sûr, si vous ne pouvez pas, vous me dites, hein, tant pis, hein, ce sera. Voilà. À défaut pour lui de prendre la parole, je me propose quand même de… Ça y est, il est avec nous. Ouais. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Ma question est celle de savoir, en fait, une de mes questions, c'est puisque le docteur Fouedjo avance l'idée de l'injustice juridique dont seraient victimes les peuples autochtones, parce qu'il a pris l'exemple de ce que ce sont des peuples qui sont essentiellement nomades et qui ne peuvent pas avoir une occupation, une exploitation permanente. Ma question, donc, c'est celle de savoir, puisque tout à l'heure, il donnait la définition des peuples autochtones. Et parmi les critères qu'il a mentionnés, il y avait le critère de la permanence de l'occupation du site. Parce que vous ne pouvez pas être un peuple autochtone si vous n'êtes pas permanent sur le site. Alors, c'est pourquoi je pose la question de savoir si il ne s'agit pas là d'une espèce de contradiction entre l'une des caractéristiques, l'un des critères de définition même du peuple, de l'autochtonie d'un peuple, et le fait qu'ils soutiennent qu'il s'agisse d'une injustice juridique. Ça, c'était… Nous avons mieux saisi la question. Nous le remercions d'ailleurs pour cela. Lorsque nous avons dit que c'est l'un des critères qui caractérise le peuple autochtone, c'est l'attachement à la terre d'un point de vue historique, il ne s'agissait pas pour nous de dire que pour qu'on puisse être reconnu comme peuple autochtone, il faut qu'on ait été, en tout cas, ça c'est du point de vue, en tout cas, en se basant sur la définition onusienne, qu'on ait été installé sur cette terre-là pendant plus de 1000 ans. Pour prendre l'exemple des peuples autochtones nomades, ce sont des peuples qui se déplacent en fonction des saisons. Toujours est-il que ces peuples-là se déplacent à peu près sur le même espace. Donc, elles peuvent ne pas être là de manière permanente, mais elles y sont de manière permanente, c'est-à-dire qu'au jour le jour, 24 heures sur 24, mais c'est des peuples qui, en saison sèche, se déplacent vers les pâturages ou vers des zones A, vers un point A, et puis en saison de pluie, on revient à un point B. Donc, il y a une sorte de déplacement, un mouvement cyclique, un mouvement rotatif qui fait que l'on puisse dire que ces peuples-là ont un attachement historique à cette terre-là. Parce que même s'ils ne sont pas fixes en un point A, ils se déplacent généralement autour de nombreux points, mais toujours à peu près dans le cadre du même espace. Maintenant, en ce qui concerne la question de savoir si justement cet attachement à la terre, là, cette ancienneté dans l'occupation ne pouvait pas être considérée justement comme une occupation, passez-moi, excusez pour la répétition, une occupation permettant de demander l'immatriculation de la terre, nous disons que, ou du moins nous pensons que ces peuples-là auront affaire ou feront face à de nombreuses difficultés. Pourquoi? Parce que pour immatriculer, il faut qu'il y ait une commission de constat de mise en valeur décente. Et le rôle de cette commission, c'est justement de constater les mises en valeur, donc de constater l'occupation et l'exploitation. Et il ne nous semble pas que l'on retrouvera quelque chose. Lorsqu'on
Monsieur Nkili le sait encore mieux que moi, la législation camerounaise parle d'occupation et d'exploitation avant 1974, pour ce qui est de l'immatriculation directe. Donc, si on dit avant 1974, il faut que les constructions et les cultures que l'on retrouve donnent le sentiment qu'elles ont été plantées ou construites avant 1974. Donc, le critère d'ancienneté dans la mise en valeur, même s'il n'est pas clairement exprimé, il est quand même implicite. Très bien. Alors, je me tourne question, mais l'heure tourne, donc il va nous falloir, je pense, faire une petite pause avant d'enchaîner, mais il y aurait vraiment matière à poursuivre ce débat. C'était vraiment passionnant et vraiment désolé pour les personnes en plus qui posent leurs questions. Alors, vous pouvez toujours échanger sur le chat. Hein, on va faire une petite pause de 5 minutes avant de reprendre avec l'intervention de Komlan Lennis Kouchonan. Mais bien sûr, pendant ces 5 minutes, Steve, si vous souhaitez répondre aux personnes dans le chat et poursuivre les débats, tant qu'on se repose un petit peu avant de reprendre. Donc, reprise dans 5 minutes, donc on va dire à 18h40. Voilà, hein, à 39, je rallumerai la caméra, et à 40, on attaquera la suite de ce webinaire. À tout à l'heure. Merci.
Voilà, donc je vous annonce que nous allons bientôt reprendre. On va attendre que les gens se reconnectent, notamment notre prochain intervenant. Voilà. Je suis là, professeur. Parfait, parfait. Bon, eh bien, on va reprendre. Donc, je laisse la parole à Sabine pour lancer la deuxième partie de ce webinaire. Oui, mais nous allons reprendre avec un nouvel intervenant. Alors, excusez-moi si j'écorche votre nom, vous pourrez me corriger. Donc, nous accueillons maintenant Denis Komlan-Kouchonan, qui est doctorant en droit international à l'université de Kara et qui va intervenir donc sur le droit des peuples autochtones à l'ère du réchauffement climatique, avec un sous-titre d'intervention qui est le suivant: l'imbroglio entre garantie du droit à l'exploitation des ressources naturelles et devoir de protéger l'environnement. Je vous laisse la parole. Merci madame, merci le président, professeur Zera. Notre communication se rapporte au droit des peuples autochtones à l'exploitation des ressources environnementales face au réchauffement climatique. En guise de propos introductifs, nous avons constaté qu'à ce jour, la communauté internationale peine à assurer l'équilibre entre les droits des peuples autochtones aux ressources environnementales et la protection internationale du climat ou de l'environnement. Elle fait face au dilemme d'assurer le respect des droits des peuples autochtones garantis dans les tests de portée internationale et le respect rigoureux des tests des règles climatiques ou environnementales au demeurant incertaines et illusoires. La difficulté d'allier les besoins socio-économiques des minorités ethniques et le réchauffement climatique justifie tout l'enjeu de réfléchir sur la thématique intitulée « Le droit des peuples autochtones à l'ère du réchauffement climatique », l'imbroglio entre garantie du droit à l'exploitation des ressources naturelles et devoir de protéger l'environnement. Dans une perspective de clarification conceptuelle, il est à noter que l'expression « droit des peuples autochtones » s'entend comme des prérogatives attribuées aux minorités ethniques sur les ressources naturelles se trouvant sur leur sol et sous-sol au nom de leur droit à l'autodétermination ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La notion de peuple autochtone ne fait pas l'objet de définitions au niveau international. L'absence de consensus sur la définition unique finale de la notion des peuples autochtones dénote de la complexité de sa définition. Mais cette notion peut s'entendre comme les populations qui possèdent une identité culturelle et sociale distincte de celle des groupes dominants dans la société et qui les rend vulnérables dans le processus de développement. Les communautés autochtones ont, au cours de l'histoire, subi des discriminations qui persistent encore aujourd'hui de les affecter et d'affecter la survie de leur culture. C'est le cas, par exemple, de certaines politiques d'atténuation des changements climatiques. En effet, les droits des peuples autochtones, notamment celui lié à l'exploitation des ressources environnementales et les politiques climatiques ou environnementales, ne semblent pas faire bon ménage. Ces constats luminaires suscitent une interrogation fondamentale, à savoir quels sont les impacts des politiques climatiques sur les droits des peuples autochtones. La réponse à cette interrogation est fondée sur la recherche documentaire et une étude exégétique des textes qui consacrent les droits des peuples autochtones. Ainsi, s'il va de soi que les politiques environnementales ou climatiques visent à préserver l'environnement dans l'intérêt supérieur des générations présentes et futures, il n'en demeure pas moins qu'elles exercent des influences négatives sur certains droits fondamentaux des minorités ethniques. Ces politiques accentuent la violation des droits des peuples autochtones longtemps marginalisés, notamment leurs droits culturels et le droit à la santé, ainsi que les droits économiques et le droit à la terre. C'est dans cette perspective que Christelle Cournil affirme que, au cours des dernières décennies, des politiques de développement et écologistes inappropriées ont aggravé la violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Les communautés minoritaires disposent d'un droit à la culture garanti par la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Ce texte de portée politique dispose, en son article 34, que les peuples autochtones ont le droit de conserver leurs coutumes. De même, elle dispose, en son article 25,
que les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement et d'assurer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures. La liberté de conscience et de religion des peuples autochtones est marginalisée par certaines politiques environnementales initiées ici et là. Ainsi, en excluant les peuples endorois de leurs terres et en refusant l'accès aux lacs et autres sites religieux environnants, les autorités kenyanes ont porté atteinte aux capacités des Endorois de pratiquer leur religion comme l'exige leur foi. L'expulsion des peuples autochtones de la région du lac de Bogoria rend ceux-ci incapables de pratiquer librement leur religion. L'accès qu'ils avaient pour effectuer des rites religieux tels que la circoncision, les rites matrimoniaux et initiatiques a été complètement spolié ou bafoué. De même, les politiques environnementales portent également atteinte aux droits des peuples autochtones à la santé. En effet, les peuples autochtones en général et ceux du Cameroun et du Kenya en particulier exploitent les ressources naturelles ou fauniques se trouvant sur leurs terres, notamment les écorces et les racines des arbres, pour se soigner. Ce droit est reconnu par la Déclaration des Nations Unies en son article 24 en ces termes. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver les plantes médicales. Les politiques de production de biocarburants qui encouragent l'acquisition de grandes parcelles de terres dans les pays du Sud entraînent le déplacement de communautés entières. De même, les politiques du gouvernement kenyan a entraîné un déplacement massif des peuples autochtones. Ces politiques, animées de bonnes intentions en matière climatique ou environnementale, ignorent le droit des populations locales ou autochtones à la santé. Le droit à l'exploitation des ressources ou richesses naturelles des peuples aborigènes leur garantit le droit au développement et à l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, les réglementations environnementales ou climatiques portent ou risquent de porter atteinte à la souveraineté alimentaire et aux droits économiques et financiers des populations locales longtemps marginalisées. Par exemple, le règlement de l'Union européenne sur la déforestation importée ou sur des produits agricoles issus de la déforestation risque de priver ou prive certaines populations locales ou autochtones de leurs terres ou forêts dans la mesure où cette réglementation interdit l'importation sur les marchés européens des produits agricoles ou des bétails issus de la déforestation. Dans la mesure où les populations locales ou autochtones vivent exclusivement de leurs terres ancestrales ou de leurs forêts, le règlement du Parlement européen sur la déforestation importée porte atteinte à la souveraineté alimentaire et au droit au développement économique de ces peuples. Selon Sarah Vigil, les impacts actuels et anticipés des changements climatiques ont entraîné la mise en place d'une vague de politiques d'atténuation qui, malgré leurs bonnes intentions, peuvent en fait accentuer les pressions exercées sur les terres des groupes les plus vulnérables sur de nombreux plans, notamment économiques et sociaux. La thématique des impacts potentiels que peuvent avoir les politiques climatiques sur le droit des peuples autochtones à leurs terres ou aux ressources naturelles de ces terres reste peu abordée jusqu'à ce jour. C'est dans cette mouvance que Janet Chad affirme que jusqu'en 2011, la question de savoir dans quelle mesure le changement climatique, mais aussi les politiques du changement climatique génèrent des déplacements et des migrations forcées n'a pas été, jusqu'à quelques exceptions près, un thème majeur dans les discours sur les migrations climatiques. Les impacts des réglementations climatiques sur les droits des populations locales en général et les peuples autochtones en particulier, qui restent une préoccupation en apparence laissée pour compte, sont marginalisés, ignorés, voire négligés. Ainsi, la proposition de Birma et Boas de créer une convention sur les réfugiés climatiques a explicitement exclu
la migration forcée provoquée par des mesures d'atténuation et d'adaptation au réchauffement de la planète, y compris la construction des barrages et les grandes plantations de biocarburants, parce que ces deux auteurs considéraient que l'impact de ces mesures devrait être principalement attribué à une mauvaise gouvernance au niveau local et national. Monsieur le Président du panel, nous voici au terme de notre communication. Nous vous remercions de votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il y a eu un problème avec le diaporama, parce qu'on n'a pas vu défiler les diapositives, mais bon, voilà, votre propos était assez clair pour pouvoir avoir des échanges. Alors, encore une fois, je me tourne vers la salle en priorité pour que vous puissiez préparer vos questions dans le chat ou en levant la main. Alors, peut-être une brève réflexion d'abord, hein, mais en réaction à ce que vous avez évoqué, c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant ce prisme qui consiste en somme à montrer que ces mesures finalement de protection de l'environnement qui visent à accompagner la transition énergétique et écologique peuvent parfois faire des peuples autochtones des victimes collatérales. Donc, c'est effectivement un problème. Je trouve intéressant dans les biocarburants. Hein, on pourrait penser aussi au cas des champs d'éoliennes hein, dans d'autres pays qui font écho également à ce même type de problème. Sabine, peut-être que tu as aussi des remarques. Oui, un commentaire. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention qui était vraiment très intéressante. Effectivement, enfin, je suis parfaitement d'accord avec votre fil directeur et votre conclusion qui est de dire que les chercheurs se penchent assez peu sur ces questions comment dire, d'impact négatif des politiques qui sont censées justement avoir des impacts positifs sur l'environnement. Et bon, vraiment, je trouve cet aspect-là très suffisamment notable pour être mis en avant dans des présentations comme la vôtre. J'avais une question en lien avec ça. On parle souvent, enfin, quelques chercheurs plutôt parlent de maladaptation en mettant en avant finalement des solutions au changement climatique ou des solutions d'adaptation au changement climatique qui en fait ne feraient qu'aggraver le problème. Alors dans les pays occidentaux, enfin il n'y a pas que d'ailleurs, mais on met souvent en avant comme exemple typique de la maladaptation l'usage de la climatisation, qui ne fait qu'accentuer le problème de réchauffement climatique. Et je voulais savoir, est-ce que c'est le cas, enfin, en Afrique, est-ce qu'on met en avant ce problème de maladaptation ou c'est quelque chose qui est aussi complètement ignoré? Alors ignoré volontairement d'ailleurs, parfois par les pouvoirs publics. Hein. Merci Madame Sabine. En Afrique, cette question est un peu ignorée par les pouvoirs publics. Cette question n'est pas tellement abordée, à notre avis. Je pense que c'est le cas aussi dans les pays industrialisés, hein, malheureusement. Oui, non, c'est vrai que c'est un problème effectivement assez complexe. Et alors, moi, je voudrais aussi rebondir sur finalement la manière de penser effectivement la lutte contre le réchauffement climatique en associant les peuples autochtones. Alors, est-ce que vous êtes du Togo, je crois, est-ce que finalement vous avez des cas où les procédures de consultation sont menées à bien pour penser effectivement la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique avec les peuples autochtones et pas non plus malgré eux? Super, professeur. Est-ce que vous pouvez nous reprendre la question? Nous avons mal saisi. En somme, c'est la question de savoir finalement dans quelle mesure on peut associer les peuples autochtones à ces réflexions sur la lutte contre le réchauffement climatique, donc notamment, vous avez parlé du biocarburant, dans quelle mesure peuvent-ils être associés finalement à cette prise de décision et est-ce que voilà, vous avez dans votre expérience personnelle au Togo des procédures de consultation qui permettent effectivement d'associer les peuples autochtones à ces décisions?
Merci, professeur. Et en fait, cette question est un peu complexe. C'est vrai que il y a une reconnaissance internationale du droit des peuples autochtones à l'environnement. Et cette reconnaissance leur accorde le droit d'être informés en matière environnementale, également le droit de consultation. Donc, pour des projets pouvant porter atteinte à leurs droits liés à l'environnement, ces peuples devaient être informés. Mais dans les pays africains où la mauvaise gouvernance règne le plus souvent, il est assez difficile d'associer véritablement ces peuples au processus de prise de décision en matière climatique. Oui, non, c'est vrai que oui, c'est sûr que je comprends tout à fait la réponse et la difficulté de trouver un moyen d'associer toutes les parties au phénomène. Et c'est d'ailleurs intéressant votre intervention parce qu'il est vrai que les peuples autochtones sont les premières victimes, alors pas les seules, mais sont en tout cas les principales victimes du réchauffement climatique et en même temps les mesures prises pour pouvoir lutter contre le phénomène leur sont d'autant plus préjudiciables. Alors, il y a une question de Wilfried Adou dans le chat que je vais vous lire, et après, j'aurai aussi un autre élément qui me vient. Il vous demande, donc, le constat que vous faites, ne relève-t-il pas de l'instrumentalisation de la question climatique que de l'imbroglio? Pouvez-vous indiquer précisément quelle règle du droit international du climat est en contradiction avec le droit des autochtones? Et en fait, ce qui nous a amené à parler de l'imbroglio juridique, c'est le fait que le droit des peuples autochtones à l'exploitation des ressources environnementales ou naturelles a été reconnu dans la Déclaration des Nations Unies et également dans la Convention de l'OIT. Ce droit est reconnu. Mais au même moment, il y existe des politiques climatiques ou environnementales qui émergent, que ce soit au niveau national et au niveau international ou communautaire. Donc, il est assez difficile à ce jour d'allier les deux pans de cette question. Genre, le droit des peuples autochtones à l'exploitation des ressources environnementales et le devoir de protéger l'environnement. C'est ce qui nous a amené à parler de l'imbroglio. Donc, nous pensons que l'expression imbroglio serait plus adaptée que l'expression d'instrumentalisation. Oui, et du coup, c'est vrai que ça m'amène à mon autre réflexion par rapport à ça. Et mais ça, je pense à chaque fois qu'on est sur ces questions entre lien entre droit autochtone et environnement, pas autochtone et environnement, on y arrive. C'est vrai qu'il y a peut-être des fois une tendance à faire une connexité assez logique, en fait, entre protéger les peuples autochtones, c'est protéger l'environnement, ou protéger l'environnement, c'est protéger les peuples autochtones. Là où finalement, ce n'est pas toujours évident, parce qu'en fin de compte, c'est un peu le sens de la question de Wilfried Adou, en fait. On peut avoir un argument, on va dire, qui consiste à défendre la biodiversité, mais qui, des fois, apparaît contradictoire, et en fin de compte, les peuples autochtones n'ont pas par nature pour vocation de porter ce combat qui est la protection de l'environnement ou la lutte contre le changement climatique. Et ça me fait penser notamment au fait des affaires Anderoy et au GIEC, sur lesquelles, effectivement, il me semble, là, on n'est pas sur la question du réchauffement climatique, on est sur la question de la protection de la biodiversité, où, effectivement, on va, sous prétexte, finalement, de protéger la biodiversité, chasser, en fin de compte, des autochtones de leur terre à cette fin-là. Donc, c'est vrai que c'est un problème qui me paraît assez présent en Afrique, alors qu'on trouve aussi ailleurs, mais vous avez su bien développer. Si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, vous pouvez y aller, si vous voulez. Sinon, il y a une petite remarque de Wilfried Adou. Mais si des propos vous évoquez de réaction. Non. Alors, je relis la question de Wilfried Adou. C'était une remarque, pas une question, donc il n'y a pas de problème. Il se demande si on ne peut pas penser le droit d'exploitation autochtone. Ne peut-on pas penser le droit d'exploitation autochtone dans le sens de l'exploitation durable, par analogie avec le développement durable, si l'expression m'est permise? En fait, ce qui est
ce qui est admis dans la doctrine est que les peuples autochtones ont une pratique traditionnelle qui est très adaptée à la logique du développement durable pour des questions environnementales. Seulement que, particulièrement en Afrique, ces peuples ne sont pas associés à des questions de lutte contre le réchauffement climatique ou de protection de l'environnement. Sinon, ils ont des modes de vie qui sont très adaptés au développement durable en matière environnementale. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, il nous écrit, sinon... qui se pose. Alors, vous avez commencé votre intervention, juste je voudrais revenir là-dessus, ça m'a intrigué. Vous avez dit que finalement le droit des peuples autochtones, en fin de compte, se référait à des prérogatives, enfin des droits spécifiques attribués à des minorités ethniques. Alors, c'est une question naïve peut-être de ma part, mais finalement, est-ce qu'en Afrique, vous avez une distinction entre des peuples autochtones en tant que telles et des minorités ethniques qui, elles, ne seraient pas autochtones? Et en fait, en Afrique, la question du peuple autochtone se pose. Parce que pour certains auteurs, il n'existe que des peuples autochtones en Afrique. Il n'y a pas de population dominante à part et des peuples autochtones à part. Même ce que nous avons pu retenir dans nos recherches est que les minorités ethniques sont encore assimilées aux populations autochtones ou aux peuples autochtones. Très bien. Benny Otto qui nous pose une question dans le chat que je vous lis. Alors, il nous demande, donc, pensez-vous que la loi française sur le devoir de vigilance des multinationales pourra sauvegarder le droit à l'environnement des peuples autochtones à l'égard des multinationales forestières? Si vous connaissez bien sûr cette loi. Nous n'avons pas connaissance de cette loi, s'il vous plaît. Alors, peut-être que Benny Otto, si vous le souhaitez, je peux vous laisser intervenir parce qu'on a un peu de temps. Et si vous voulez peut-être expliquer à monsieur Nkuchuman ce qu'est cette loi et voir éventuellement si vous avez une idée sur la réponse à votre propre question. Alors, je vous invite à participer. Alors, si jamais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de caméra, il n'y a pas de problème, hein, vous refuserez. Mais je vous invite, si vous le souhaitez, prendre la parole. Non. Alors peut-être que ça ne marche pas chez vous. Voilà. Bon, alors le temps qu'il se connecte, moi je peux vous en parler un peu de cette loi, parce qu'effectivement elle est intéressante. Alors c'est même un projet qui, me semble-t-il, mais Sabine, tu me corrigeras si jamais je me trompe, a vocation à être transposé au niveau européen. Et en somme, en fait, c'est une loi qui impose aux entreprises d'une certaine taille, hein, en fin de compte, alors la loi française est quand même assez restrictive, un devoir de vigilance finalement dans leurs activités et notamment en ce qui concerne les conséquences de ces activités, tant en ce qui concerne la protection de l'environnement que les droits humains. Et ce devoir de vigilance, c'est une question de moyens, hein, il n'y a pas non plus suivi de la réalisation de ce devoir est quand même encore un peu défaillant. Mais cela va impliquer que une entreprise multinationale française qui va mener bien un projet, c'était le cas par exemple de Total en Ouganda, pourrait être attaquée devant les juridictions françaises, pour le coup, pour un projet qui a lieu donc, dans ce pays, donc en l'occurrence c'est le cas de l'Ouganda, au motif que celle-ci n'a pas pris les mesures nécessaires afin de prévenir les dommages portés aux droits humains, et en l'occurrence, dans le cas de l'Ouganda, il y avait eu des déplacements de population importants à cause de ce projet. Mais du coup, je ne sais pas si dans
terrain que vous avez étudié, vous avez pu avoir affaire à ce type de situation. S'il vous plaît, professeur, nous vous avons mal saisi un tout petit peu. Non, mais c'est vrai que si vous n'avez pas connaissance de cette réglementation, je pense que c'est compliqué. Si vous voulez, en somme, le sens de la question, c'est de s'interroger si les projets que vous évoquez, notamment le cas des exploitations de biocarburants, si ces projets étaient menés par des multinationales, est-ce que des recours juridictionnels ont pu être menés dans les pays dont sont originaires ces multinationales? Est-ce qu'il y a eu des procédures juridictionnelles qui ont été menées? Non, mais si vous ne savez pas, c'est pas grave. Hein, non. Nous n'avons pas connaissance de cette loi, donc c'est un peu difficile pour nous de répondre. Oui, je comprends tout à fait. Je propose, alors à moins qu'il y ait une dernière question-réaction, je me tourne vers Sabine, si jamais, sinon on peut enchaîner avec la dernière intervention. En tout cas, un grand merci pour cette présentation, alors qui ne nous a pas évoqué beaucoup de questions, parce qu'en l'occurrence, elle était très claire, et je pense qu'elle est aussi, dans votre cas, parce que vous êtes encore doctorant, me semble-t-il, sur des travaux qui restent encore à mener. Donc, il y a sans doute encore beaucoup à apprendre, et merci de nous avoir partagé ce travail en l'état. Il nous reste donc maintenant à passer la parole donc, à notre dernière intervenante, alors, qui, elle, a effectivement une très longue expérience, qui est Karine David, qui est professeure de droit public à Aix-Marseille Université, qui est donc membre senior de l'Institut universitaire de France, une grande spécialiste notamment de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de bien d'autres choses. Et donc ce soir, elle nous propose une intervention alors, qui suit l'actualité néo-calédonienne, alors pas celle à laquelle on pense, mais une autre, qui s'intitule « La formalisation des usages autochtones, l'exemple du Code de l'environnement de la province des îles Loyauté ». Chère Karine, vous avez la parole et un grand merci de vous joindre à nous pour ce soir. Merci Zéra, merci Sabine, merci à tous pour ces très intéressantes interventions. On va effectivement donc partir sur quelque chose d'un peu différent finalement. Et c'est vrai que j'avais proposé dans le cadre de cette thématique sur autochtonie et environnement de traiter du code de l'environnement de la province des îles. Alors je vais essayer de partager. Je découvre l'instrument, donc voilà. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça marche? Très bien. Ok. Alors, je vais me mettre en plein écran peut-être. Voilà. Donc effectivement, hein, comme Zéra l'a dit, je voulais parler un peu donc de l'exemple du Code de l'environnement de la province des îles en Nouvelle-Calédonie, puis ça fait peut-être un peu de bien en ce moment de parler de la Nouvelle-Calédonie pour autre chose que les émeutes. Alors simplement, hein, je voulais montrer finalement par là un exemple finalement de métissage de la norme et comment dans le contexte particulier que je vais rappeler rapidement de la Nouvelle-Calédonie, la province des îles Loyauté procède finalement à une écriture des usages autochtones en matière d'environnement dans finalement un code de l'environnement qui lui est propre. Alors l'idée c'était aussi de effectivement coller à l'actualité puisque on a eu effectivement une évolution récente sur la question la création des entités naturelles juridiques. Je vais y revenir. Donc pour bien comprendre en fait ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, il faut évidemment bien comprendre le cadre juridique hein, dans lequel ce code intervient, qui est un cadre qui est quand même assez particulier et qui intervient évidemment dans un contexte colonial.
contexte colonial qui... Est-ce que ça marche? Voilà. Contexte colonial qui finalement a entraîné un peuplement de la Nouvelle-Calédonie qui fait qu'aujourd'hui le peuple kanak, le peuple autochtone, constitue un peu plus de 40% de la population en Nouvelle-Calédonie, mais qu'il est réparti de manière très hétérogène sur le territoire. Et vous voyez que là, en province des îles Loyauté, c'est un endroit, et ça explique aussi en grande partie pourquoi il est possible de faire ce qui est fait en province des îles, c'est que en province des îles Loyauté, plus de 95% de la population est finalement la population autochtone. Ce qui fait qu'on a, contrairement sur le reste du territoire, on a une population qui est plutôt homogène et qui est principalement en fait la population autochtone. Et donc ça permet effectivement d'avoir des réglementations qui sont finalement très proches des usages coutumiers en matière effectivement d'appréhension de la nature et qui prend en compte évidemment la relation spécifique des peuples autochtones à la nature et notamment les cosmovisions. Et qui fait par exemple, je prends l'exemple du requin. On a effectivement donc en province des îles une réglementation, on va le voir, qui elle est toujours en vigueur, donc on peut toujours parler au présent, mais qui a consacré les requins comme des entités naturelles juridiques sujets de droit. Et dans le même temps, en province des îles, où vous voyez sur la carte, on a une population, en province sud, pardon, où on a une population qui est beaucoup plus européenne et occidentale. Eh bien, on abat les requins pour pouvoir se baigner tranquillement, parce qu'il y a eu l'année dernière et les années précédentes plusieurs attaques de requins. Et ce qui pose question, les images sont extrêmement choquantes, mais ce qui pose question, c'est effectivement, et avec ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie, je trouve que ça prend quand même toute son ampleur, c'est que on est effectivement dans une province, on va protéger effectivement des espèces parce qu'elles sont totémiques, et dans une autre province, on va les abattre parce que effectivement elles dérangent le baigneur pour qu'il puisse se baigner tranquillement. Et là, on voit qu'en termes de faire société, on a quand même un problème, puisqu'il y a un total irrespect dans une province, finalement, des valeurs et de la place qu'occupe telle ou telle espèce naturelle dans la culture de l'autre. Alors, finalement, contexte particulier, il a entraîné finalement en Nouvelle-Calédonie, au fil du temps, une organisation interne de nature fédérale qui finalement a entraîné la création progressivement de 3 provinces, province Nord, province Sud, province des îles. Et la province des provinces, en fait, détient un certain nombre via une compétence de droit commun, c'est-à-dire que il y a des compétences qui sont attribuées à l'État, des compétences d'attribution à l'État, à la Nouvelle-Calédonie, et puis les provinces, elles, disposent d'une compétence de droit commun. Dans le cadre de cette compétence de droit commun, la compétence environnementale appartient aux provinces, ce qui fait qu'on a en fait sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie 3 codes provinciaux différents: le code de la province Sud, le code de la province Nord et le code de la province des îles. Alors ça peut poser question, parce que si on prend effectivement le code de la province des îles, on va avoir des îles Loyauté, on va avoir un code pour moins de 20 000 personnes. Donc c'est effectivement, il y a des discussions aujourd'hui pour savoir est-ce que c'est pertinent d'avoir 3 codes. Moi, je suis assez effectivement partisante oui, il faut 3 codes, parce qu'en réalité, on voit très bien que dans le code de l'environnement de la province Sud, on a un code qui est très occidentalisé, qui ressemble beaucoup au code métropolitain, au contraire du code de la province des îles Loyauté, qui lui formalise les usages coutumiers, et puis le code de l'environnement de la province Nord est un peu un entre-deux, parce que la population de la province Nord finalement est plutôt partagée entre les différentes communautés. Karine, ouais. Excuse-moi de te couper, le partage d'écran c'est coupé. Voilà, il n'y a plus le diapo. Voilà. Alors, attends.
Et là, toujours? Non, il n'est pas Attends, là. alors je vais retourner. Je vais retourner sur... c'est bizarre ça. Toujours pas? Non. Ah, ça y est, ça revient. Alors là, il y a plein de fenêtres. Ouais, je sais pas ce que c'est que ce truc. Non. Non, mais j'ai partagé mon écran, donc je pense que si je reviens sur le PowerPoint, ça devrait être bon. C'est bon ou pas là? Non. Non, là. Alors, attends. Est-ce que je partage? Bon, super. Attends, je reviens là-dessus. Je vais arrêter le... Est-ce que je peux l'arrêter le partage? Ouais. Ouais, je recommence. Là. Est-ce que c'est bon là? Alors, suspense. Oui, on est à l'eau sur PowerPoint. En petit écran bande. Il faut mettre en grand écran, mais sinon c'est bon. Ok. Comme ça, c'est bon. Voilà, nickel. Parfait. Ok. Alors, ce qui pose des difficultés en fait en province des îles Loyauté, et je vais l'illustrer par la question des entités naturelles juridiques. C'est qu'en réalité, la province des îles a la compétence en matière d'environnement, mais souvent elle n'a pas les compétences annexes qui vont lui permettre d'élaborer une réglementation relativement complète. Et ça pose un certain nombre de difficultés, notamment s'agissant donc de cet exemple, c'est surtout là-dessus que je voulais insister, sur l'exemple des entités naturelles juridiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de la rédaction en fait d'une réglementation sur la protection des espèces naturelles, qui à la base est une réglementation assez classique qu'on peut retrouver dans beaucoup de législations environnementales, l'idée a été en fait quand on travaille avec la province, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'avant la rédaction de chaque réglementation, on va sur le terrain et en fait on discute avec les autorités coutumières, les populations, les associations de protection de l'environnement, également les collectivités, et on essaye comme ça de comprendre un peu quels sont les usages, quelles sont les perceptions, quelles sont les règles coutumières relatives à la gestion de l'environnement dans le domaine qu'on est amené à réglementer. Et puis, on essaye finalement de traduire ça en termes juridiques. Et ce qui est apparu assez vite, s'agissant des espèces protégées, même si on a attendu un peu longtemps pour faire la réglementation, ce qui est apparu assez vite, effectivement, c'est que il fallait trouver un moyen de traduire dans le droit formel, moi ce que j'appelle le droit formel, donc dans le droit adopté par, on va dire, les institutions républicaines, il fallait trouver un moyen de traduire finalement le caractère totémique d'espèces. C'était quelque chose qui était formulé de manière extrêmement importante. C'était que, en gros, les espèces protégées, c'est bien, mais finalement, c'était peut-être pas suffisant pour caractériser le lien des populations des Kanaks, en fait, de la population autochtone à certaines espèces. Et donc c'est là évidemment qu'on a commencé à lancer une réflexion sur la question de la personnalité juridique des espèces et de la nature. Mais évidemment, il est arrivé assez rapidement, il s'est avéré assez rapidement compliqué d'aller dans ce sens, pour la simple et bonne raison que si la province détient la compétence en matière environnementale, elle ne détient pas la compétence en matière de droit civil qui appartenait à l'État, maintenant qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on ne pouvait pas finalement reconnaître dans le code de l'environnement, reconnaître la personnalité juridique de ces espèces. Donc en fait, on a cherché comment détourner, on a tenté en fait de détourner cette difficulté, et on a mis de côté en fait la question de la personnalité juridique pour créer finalement une nouvelle catégorie, qui est la catégorie des entités naturelles juridiques,
Et les deux premières, finalement, espèces qui ont été consacrées comme des entités naturelles juridiques, ce sont donc les tortues marines et les requins, parce que c'est ce qu'ont demandé finalement les populations avec qui on a échangé avant de rédiger la réglementation. Alors, simplement, assez rapidement, le contenu de la réglementation sur les entités naturelles juridiques, alors comme je vous le disais, on a changé de sémantique, c'est-à-dire qu'en fait, on avait introduit la possibilité dans les principes généraux du Code en 2016 de reconnaître la personnalité juridique, alors étant précisé que c'était sous réserve de la réglementation en vigueur, et comme ça s'avérait assez difficile, on est passé donc à l'appellation entité naturelle sujet de droit ou entité naturelle juridique. Entité naturelle juridique à qui finalement ont été reconnus des droits fondamentaux, mais ni des devoirs ni alors c'est à la fois, c'est ce que nous permettait à la fois le fait de pas aller sur la personnification, et puis surtout c'était une traduction en fait des cosmovisions autochtones, c'est-à-dire que quand on a commencé à parler de la personnalité juridique, qu'on a commencé à évoquer un des obstacles qui était finalement imposer des devoirs et prévoir des responsabilités, les populations nous ont rapidement dit, notamment les autorités coutumières ont dit mais que c'était absolument inenvisageable de prévoir effectivement des devoirs ou de prévoir une responsabilité d'entité naturelle, d'espèces naturelles. Donc le passage par finalement l'entité naturelle juridique, qui constitue finalement une catégorie sur lesquelles il n'y a pas de règles posées a priori, nous permettait d'accorder des droits fondamentaux, mais pas d'imposer de devoirs ou de responsabilités. Et puis on a reconnu également, alors bon, sur les droits fondamentaux, il y en a un certain nombre, comme le droit de vivre, le droit à la vie notamment, le droit de vivre dans un environnement sain, le droit de ne pas faire l'objet d'une appropriation, de ne pas faire l'objet de brevets, de pas voilà. Donc il y a tout un tas de droits qui sont reconnus. Et puis chaque entité naturelle juridique des droits spécifiques. Pour les requins est interdit le shark feeding. Et puis ces entités naturelles juridiques se voient en fait finalement accompagnés par des représentants. Alors, représentants qui peuvent finalement exercer des actions en justice au nom des entités naturelles juridiques. Alors, on a prévu le président de l'Assemblée de province, les porte-paroles sur lesquels je reviendrai après, les associations agréées pour la protection de l'environnement et les GDPL qui sont les groupements de droit particulier. Qui n'est qu'elle est de Nice aux populations générales. Les représentants sur Alors, on a perdu Karine. Sont reconnus à l'espèce et pas à nouveau. Bon, c'est les aléas du direct. Voilà, on t'a perdu. Voilà. J'ai coupé ta caméra, peut-être. Je pense que ton... C'est complètement déconnecté. Bon, on va attendre qu'elle revienne. On t'a retrouvé. Vous m'entendez là? Non. Ça saute. On va couper peut-être ta caméra, parce que c'est peut-être ça qui pose problème. Ça y est, j'ai coupé là. Vous m'entendez ou pas? Voilà. Là c'est bon, là. Ça, c'est bon. Il faut juste relancer le partage. Ouais. Désolé. Ouais. Ok, donc voilà. Alors oui, ce que je disais en fait, c'était que ce qui était important aussi, c'est qu'on a reconnu en fait des droits à l'espèce et donc pas aux différents spécimens, ce qui permet en fait la possibilité de capturer des spécimens. Et ça en fait, c'était une demande notamment par les populations parce que notamment les tortues par exemple
elles sont, il y a besoin pour les fêtes, pour certaines fêtes coutumières, notamment pour les mariages, eh bien, on prélève en fait des tortues. Et donc, c'était important de prévoir qu'on puisse quand même, de manière très marginale, pouvoir capturer des spécimens pour qu'on reste effectivement dans le cadre coutumier, donc dans le cadre des usages coutumiers sur la question. Autre élément, c'est que ont été reconnus, donc je le disais tout à l'heure, les requins et les tortues dans un premier temps, mais en réalité, le texte laisse la possibilité à la province de reconnaître comme entité naturelle juridique d'autres éléments du vivant, mais aussi des sites et monuments naturels. Par exemple, les lieux totémiques dans la culture kanak peuvent être reconnus comme des entités naturelles juridiques. Et puis, donc, je le disais, il y a des porte-paroles qui ont été désignés. Alors, on a mis longtemps avant de choisir le terme. Finalement, on a choisi le terme porte-parole, qui peuvent non seulement rester en justice, mais qui ont finalement un rôle de protecteur des entités naturelles juridiques, que ce soit finalement un droit à être consulté lorsqu'il y a des décisions qui sont prises par la collectivité relative à ces entités, la participation au plan de gestion, un droit d'autosaisine pour défendre les intérêts des entités naturelles, un droit d'initiative en fait pour proposer des réglementations pour protéger les entités naturelles, et puis également un droit de saisine du président de l'Assemblée de province pour veiller, pour faire en sorte qu'il veille à l'intégrité des entités ou qu'il saisisse éventuellement le juge. Alors, la difficulté qu'on a rencontrée dans ce cadre-là, c'est que la délibération en fait a été attaquée par l'État. A été attaqué par l'État pour une question de partage de compétences. Alors, ce qui est un peu dommage, parce que effectivement, donc le représentant de l'État a déféré le texte devant le tribunal administratif. Alors, on savait évidemment qu'il y avait cette fragilité sur le partage de compétences. Donc, le représentant de l'État a saisi pour comprendre la procédure, a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Or, dans le cadre du statut de la Nouvelle-Calédonie, la loi organique statutaire prévoit que lorsqu'il y a une question liée au partage de compétences qui est posée devant la juridiction administrative, le tribunal doit saisir le Conseil d'État pour avis, ce qui a été fait. Et donc, le Conseil d'État a été saisi pour rendre un avis finalement sur, principalement, il y avait aussi des questions liées procédurales, mais qui sont accessoires sur les contentieux. Mais la compétence le conflit de compétences le plus important était de savoir si, en créant les entités naturelles juridiques, la province des îles empiétait sur la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil. Alors, l'avis est sorti la semaine dernière, enfin il y a un peu plus, maintenant il y a une dizaine de jours. C'est un avis du 31 mai 2024. Alors qui c'est pas une grande surprise, qui considère qu'effectivement la province a empiété sur la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil. Ce qui est dommage en fait, c'est que contrairement à ce que dit le rapporteur public dans son rapport, qui avait bien compris en fait la différence entre les entités naturelles juridiques et la personnalité juridique de la nature, le Conseil d'État en fait considère que en créant les entités naturelles juridiques, la province des îles a conféré une personnalité juridique à ces entités, donc a reconnu finalement ces entités comme des personnes juridiques, et que de ce fait-là, elle est intervenue dans le domaine du droit civil en empiétant sur la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui veut dire que en réalité, on va avoir d'ici le mois prochain, je pense, un arrêt du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie qui va annuler les dispositions qui sont relatives aux entités naturelles juridiques. Alors, pour autant, c'est pas fini, dans le sens où la province réfléchit déjà à des stratégies pour essayer, des stratégies juridiques évidemment, pour essayer de voir comment faire passer le texte, parce que la reconnaissance des entités naturelles juridiques, c'est quand même pour les autorités provinciales. Le président de la province a dit que c'était une question, qu'il en faisait une question politique. C'est quand même un symbole de finalement cette décolonisation du droit et cette finalement imprégnation du droit par les valeurs coutumières et les valeurs autochtones.
Donc en fait, il faut essayer de développer des stratégies. Alors pour l'instant, visiblement, ce qui va être envisagé, c'est que des élus de la province des îles déposent une proposition de loi du pays devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui pour le coup donc est compétent pour modifier le code civil calédonien et proposer en fait la création là d'une catégorie juridique à part entière à côté des choses et des personnes qui seraient en fait les entités naturelles juridiques, ce qui permettrait, ce qui aurait l'avantage d'édicter un régime juridique plus complet, puisque là, il y aurait toute la panoplie des compétences qui seraient disponibles en matière de droit civil et de procédure civile, avec quelques obstacles, mais qui sont à mon sens surmontables. Voilà. Donc, je voulais présenter cet exemple parce qu'on voit qu'à la fois, il y a ce mouvement où on essaye effectivement de décoloniser le droit en formalisant les usages coutumiers, mais qu'on voit qu'on finalement on bloque sur des questions qui sont somme toute très procédurales, mais que voilà, c'est pas fini dans le sens où il y a vraiment une volonté de passer le pas. Même au niveau, il y a eu des débats début janvier sur une loi qui reprenait la loi de 2015 en reconnaissant les animaux doués de sensibilité pour modifier le code civil. Et là, il y a eu des discussions entre les élus à la fois européens et Kanak, et il y avait un certain consensus quand même pour dire qu'il y avait quand même une relation spéciale de la population avec la nature et que ce serait bien de le consacrer dans le code civil. Donc, il y a à espérer que effectivement cette réglementation finira par être édictée. Bon, au vu de la situation politique aujourd'hui, il est vrai que ça risque d'être un peu compliqué, mais après les prochaines élections, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elles auront lieu, il y a lieu de penser qu'effectivement ce texte et donc la reconnaissance de ces entités sera adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Karine, pour cette présentation voilà, qui a été effectivement indispensable vu la situation. Et désolé pour ces problèmes techniques. Hein. Voilà, la plateforme est intéressante, mais gourmande en bande passante, malheureusement. Alors, comme d'habitude, hein, je laisse la parole aux questions si elles viennent, mais sinon, j'aurais juste une interrogation pour ouvrir le débat et puis laisser éventuellement les autres questions venir. En fait, à quel moment le représentant de l'État a-t-il attaqué la délibération? Enfin, c'est en fait la question du temps, parce qu'il y a eu le recours, me semble-t-il, l'année dernière sur la deuxième partie du code. Cette disposition était là dès la première partie du code et finalement, ça arrive que maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que le recours a été initié initialement ou est-ce que c'est lorsque la disposition a été concrétisée avec les tortues marines que le recours a été initié pour contester cette notion d'entité naturelle? Je ne sais plus le terme exact. Mais voilà, tu as compris le sens de ma question. Juridique, pardon. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on avait simplement introduit dans les principes généraux du code le principe, ce qu'on appelle le principe unitaire de vie, hein, qui est le principe effectivement qui régit la société kanak et qui régit la plupart des sociétés autochtones. Le fait effectivement que l'homme fait partie de la nature et est effectivement fait partie intégrante de la nature. Et donc, on avait simplement introduit à l'article 110-3 la possibilité de reconnaître, et là on parlait de personnalité juridique de la nature, de certaines entités, mais c'était simplement un principe qui était énoncé. La réglementation qui a été attaquée là, elle a été adoptée en fait en courant 2023, en juin 2023 en réalité, pour finalement mettre en œuvre ce principe et donc prévoir la création des entités naturelles juridiques avec l'évolution sémantique qu'il y a eu entre-temps. Je ferme la porte. Donc du coup, c'est cette délibération qui a été attaquée. En fait, ça a été assez long parce que la délibération a été adoptée en juin par la province des îles le représentant de l'État a d'abord fait en fait un recours gracieux, mais il a attendu le dernier jour.
Ce qui fait qu'en fait, le temps qu'on réponde et tout, ça a repoussé le délai. Et après, encore une fois, 2-3 jours avant l'écoulement du délai, il a attaqué au tribunal. Donc, je crois que c'était le 26 ou le 27 décembre 2023. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a un décalage dans le temps. Et là, en fait, depuis que le Conseil d'État a rendu son avis, le tribunal administratif a annoncé la clôture de l'instruction à la fin du mois. Donc, a priori, il y aura une décision, a priori en juillet, qui sera de toute façon d'annuler la délibération. Oui, et alors c'est vrai que, bon, là, quelque part, il est dans son rôle d'attaquer, mais c'est vrai que ça interroge, hein, finalement, c'est cette vision particulièrement rigoriste de la répartition des compétences sur une disposition qui ne semblait pas être en soi à même de renverser le cours du monde, hein, mais enfin, en tout cas, de la République. C'est vrai que ça interroge. Oui. Oui, ça interroge parce que en réalité, on était vraiment persuadés que c'était tellement en fait en phase, et puis ça avait été annoncé depuis longtemps en réalité. L'État n'avait pas bougé quand on avait introduit la possibilité de le faire au niveau des principes généraux, alors qu'ils auraient pu finalement attaquer dès ce moment-là. Alors après, il y a eu un espèce aussi de concours de circonstances, c'est-à-dire que rien ne bougeait, on avait l'impression que ça allait, il restait 1 ou 2 semaines avant l'écoulement du délai contentieux, et en fait, il y a eu une intervention du ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, pour remettre en cause en fait le fait qu'il y avait 3 codes de l'environnement en province des îles, et voilà, et en fait le recours de l'État est arrivé juste derrière. Et honnêtement, la requête était vraiment, on voyait que c'était quelque chose qui n'avait pas été travaillé. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est pas non plus voilà une demande de l'État central de pas laisser faire au niveau local et de trouver des moyens. Je sais pas, honnêtement. Nous on a trouvé ça assez surprenant parce que comme tu dis, ça mange. Enfin, je veux dire, ça ne faisait. C'est vraiment une vision procédurale des choses. Et même le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'ils ont discuté du texte dont je parlais tout à l'heure, ils ont pas, ça les choquait pas. Ils savaient que le contentieux était en cours, mais personne ne trouvait ça problématique que la province en fait ait consacré les entités naturelles juridiques. Donc, alors, j'ai vu les questions, je m'excuse, je ne sais pas terminer sur ce point, je profite de mon rôle de président. Ce recours, finalement, est-ce que donc, ça a été un facteur d'aggravation des tensions ou est-ce que finalement, bon, les Kanaks avaient d'autres préoccupations et c'est passé un peu de manière discrète, cette affaire? Non, ça a pas. Enfin, nous, on avait fait beaucoup de pédagogie aussi là-dessus en disant que il n'était pas certain que ça passe. Donc, c'était pas une surprise. Et du coup, bon, évidemment que ça a heurté certains, mais non, ça n'a pas été non plus si mal perçu que ça, parce que je crois que globalement, les gens sont assez habitués à cette histoire de partage de compétences et du fait que parfois ça pose des difficultés, quoi. Donc non, ça n'a pas posé de problème tant que ça, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors je passe la parole à Aurélie qui a levé la main et puis j'ai vu Wilfried Adou dans le chat, donc je prendrai la question après. Aurélie, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame David, pour cette présentation qui m'a passionnée et en plus sur une terre qui m'est chère. Je me posais la question, je vais sortir un peu des îles Loyauté pour repartir sur Grande Terre. Je me demandais par rapport à l'exploitation des mines de nickel dans la province nord et dans la province sud, que ce soit Goro ou l'autre mine dans le nord, je me demandais dans quelle mesure justement l'exploitation du territoire quant aux mines de nickel, ça peut comment dire, dans quelle mesure ça peut être accepté par le droit coutumier, parce que je suppose qu'il y a aussi beaucoup de terres coutumières au nord et au sud dans ces provinces-là. Du coup, dans quelle mesure ça peut se faire ou pas, et quelles sont les flexibilités? Alors oui, ça peut se faire. Alors il se trouve qu'en fait, comme il y a eu une redistribution, ce qu'on appelle la redistribution des terres en Nouvelle-Calédonie, il se trouve effectivement qu'il y a des mines qui peuvent être sur terre coutumière. Et donc dans ce cas-là, avant qu'il y ait finalement la délivrance de permis, le plus souvent en fait il y a un accord qui est passé avec les autorités coutumières. Alors soit
contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure. En fait, il se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, les clans ont la personnalité juridique. Ça a été reconnu en fait par la Cour de cassation. Ou alors, il y a notamment en province nord un modèle qui a été pris, je parlais tout à l'heure du groupement de droit particulier local, qui est une forme juridique particulière, qui existe qu'en Nouvelle-Calédonie. Et sinon, en fait, ça peut être aussi parce que la mine peut être sur plusieurs, finalement, sur des terres coutumières qui dépendent de plusieurs clans ou de plusieurs tribus. Donc, ils peuvent en fait se rassembler dans le cadre d'un groupement de droit particulier local. Et là, il y a un accord effectivement qui va être passé. Donc, ça permet d'essayer de préserver les intérêts des populations autochtones. Je vous dirais que moi, du peu, parce que c'est vraiment pas une question sur laquelle je suis spécialisée, mais je sais que par exemple dans le Nord, il y avait eu des accords qui avaient été passés, mais que de toute façon, il y a une inégalité inhérente dans la négociation, qui fait qu'en réalité, ce sont des accords qui sont quand même très déséquilibrés, dans le sens où notamment les intérêts qu'en tirent les populations autochtones sont très limités par rapport à l'ampleur des projets, d'une part, et puis les questions environnementales sont pas nécessairement au centre de ces accords-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, merci beaucoup. Alors, je vais lire la question donc, de Wilfried Adou. Il nous demande, alors je vais lire le message entièrement, dans la stratégie des populations, est-ce qu'un recours devant les organes de protection des droits est envisagé? Alors, les organes internationaux de protection des droits de l'homme, je pense. Il me semble que le Comité des droits économiques et sociaux et culturels pourrait offrir une voie, mais également à surveiller de près la prochaine évaluation périodique de la France devant les comités des deux pactes. Oui, non. Alors déjà avant les difficultés actuelles, c'était pas du tout envisagé, dans le sens où c'est ce que je disais en fait. La stratégie, c'est de se dire bon, ce qu'il faut noter, hein, qui à mon avis est extrêmement important et qui est assez encourageant, c'est que à aucun moment n'est mis en cause la possibilité de le faire. C'est-à-dire que le fait de créer des entités naturelles juridiques, et quand bien même ça passerait par la personnalité juridique, ni l'État, ni le Conseil d'État, finalement, dans son avis, ne remet en cause cette possibilité. Ce qui veut dire effectivement que déjà, ça, c'est quelque chose qui est important. À mon sens, c'est quelque chose qui est un acquis. Et en réalité, c'est simplement un changement de stratégie normative. Ça passe pas au niveau des autorités provinciales parce qu'elle est pas, ça se discutait, hein, qu'elle soit pas compétente. Mais là, c'est de dire le plus simple, c'est de déposer une proposition de loi du pays et puis d'y aller par ce biais-là, parce que là, il y aura plus du tout d'obstacle. Voilà. Donc, passer par finalement les organes internationaux, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été envisagé, et je pense que de toute façon, d'un point de vue juridique, alors effectivement, on pourrait passer par le droit des peuples autochtones, mais comme c'est pas en fait la démarche qui est utilisée en Nouvelle-Calédonie le plus souvent, du coup, c'est pas une stratégie qui a été, à mon sens, à aucun moment envisagée. Alors juste, j'avais une question qui me venait, mais qui m'a échappé en t'écoutant. Sabine, éventuellement, si tu veux réagir, tant que ça me revienne. Oui, je veux bien. Merci. Merci Karine pour cette présentation. C'était vraiment passionnant. D'autant que je n'ai absolument pas suivi les derniers développements. Et en fait, je voulais reprendre une question que Zéra a posée à un autre intervenant tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ce serait une stratégie pour répondre aux revendications de certaines associations en métropole qui revendiquent donc la personnalisation juridique de fleuves notamment? Je pense au Parlement de la Loire, je pense au Parlement de l'Isère, enfin, etc. Parce que là, il n'y aurait pas de problème de répartition des compétences pour le coup. Alors, je conçois bien qu'il y ait un problème de volonté politique, mais est-ce que justement, selon toi, passer par ces entités naturelles juridiques pourrait permettre de contourner le problème?
J'ai l'impression qu'on a perdu Karine. J'ai l'impression aussi. Karine? Ouais. Oui, on t'avait perdu. Est-ce que tu as entendu la question de Sabine? Absolument pas. Pour moi, elle est figée depuis 5 minutes. D'accord, ok. Ok. Tu m'entends? Tu m'entends là ou pas? Non, toujours pas. Zéra, je crois qu'il va falloir que tu traduises ma question parce que j'ai l'impression que Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, j'entends rien du tout. Alors, nous on t'entend. Tu m'entends, Karine? Ben, moi, je t'entends, mais j'entends pas Sabine, en fait. Sabine? Mais, pareil, moi, je veux bien parler, mais j'ai l'impression que Karine ne m'entend pas. Donc, soit ma question passe par toi, Zéra. Oui. Alors, oui, la question. J'ai été un peu distrait. Moi-même. C'est pas grave, je poserai ma question à Karine. Non, la question, tu me dis si je me trompe, ça c'est assez amusant, téléphone arabe. La question de Sabine, c'est de savoir si finalement ce type de réflexion qu'il y a en Nouvelle-Calédonie a vocation à servir d'inspiration, en fin de compte, pour des revendications similaires portées par des organisations environnementales en France métropolitaine, notamment concernant le Parlement de la Loire ou le Parlement de l'Isère, qui sont aujourd'hui des revendications. Parce qu'il y a une inspiration à trouver du côté des îles Loyauté pour la France métropolitaine. C'est bien ça, Sabine? C'est ça. Voilà. Ou est-ce que... du coup, je ne sais pas s'il n'y a que toi qui m'entends. Alors, non, moi, déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on a commencé à travailler notamment avec, la Polynésie française, qui envisage d'adopter un texte assez similaire, en fait. Et eux, pour le coup, ils ont à la fois la compétence environnementale et la compétence civile, donc ça pose pas de difficultés particulières. S'agissant de la métropole, alors évidemment que toutes les associations, voire même des collectivités, parce qu'il y a la Corse avec le fleuve Tavignano, par exemple, ou la Martinique qui a aussi fait le même type de démarche que la Corse, évidemment qui regardent avec attention. Le problème, c'est que moi, j'en parlais avec des collègues l'autre jour qui commençaient à réfléchir pour la Corse. Le problème, c'est que s'agissant des collectivités métropolitaines et de la plupart des collectivités ultramarines, c'est l'État qui peut débloquer la situation. Parce que si on considère que la création d'entités naturelles juridiques, ça finalement impose de modifier les catégories juridiques et de créer une nouvelle catégorie juridique à côté des biens, à côté des choses et des personnes, c'est nécessairement une intervention du Parlement avec une modification du Code civil. Sinon, ça peut être que ce à quoi on assiste de manière exponentielle actuellement, c'est que il y a des déclarations qui sont soit des déclarations faites par la société civile, soit des déclarations qui sont faites par certaines assemblées de collectivités, qui vont proclamer effectivement des droits à certaines entités ou à certains espaces, certains fleuves, mais ça a une valeur simplement proclamatoire, déclaratoire, ça n'a absolument aucune valeur juridique tant qu'il n'y a pas une modification du Code civil qui permettrait éventuellement à des collectivités de le faire. Donc ça peut inspirer. On sait maintenant qu'il n'y a aucun obstacle, bon on s'en doutait, hein, mais qu'il n'y a aucun obstacle pour le faire, parce qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel évidemment. Ça a l'air de rentrer dans les mœurs parce que l'avis du Conseil d'État est quand même de ce point de vue-là encourageant. Je le disais, les conclusions du rapporteur public sont extrêmement intéressantes parce qu'il a bien compris qu'on essayait de créer quelque chose à côté de la personne, qu'on n'allait pas sur la personnification, mais il dit quand bien même ça va pas jusqu'à la personnification, ça vient de bouger les catégories du droit civil, donc c'est du droit civil, donc c'est la Nouvelle-Calédonie, mais ça transposé à la situation métropolitaine, ça veut dire qu'il faut une intervention du Parlement. Et là, c'est un peu comme en Calédonie, on n'est pas sûr que ça prenne un petit moment. Merci. Du coup, Sabine te remercie. Voilà. Pour très bizarre. Voilà, c'est étrange. Là, inédit. Alors, c'est bien qu'on soit deux, du coup, pour ce genre de problème.
J'entre ma question, c'est par rapport à. Donc là, effectivement, j'ai pris note que l'une des solutions et les stratégies serait donc de passer par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, où il pourrait y avoir une majorité. Est-ce que dans ces conditions, le Congrès aurait intérêt à ne plus s'embarrasser de terminologie intermédiaire et parler clairement de personnalité juridique? On ne sait pas. On ne sait pas, mais je crois qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, finalement, cette terminologie d'entité naturelle juridique qui permet de se finalement départir du problème de la personnalité juridique et donc de la question notamment des obligations et des responsabilités. Je crois qu'en fait, ça convient assez bien alors ça convenait tout à fait à ce que voulaient finalement les populations en province des îles, mais globalement, moi j'étais à un colloque la semaine dernière sur les droits de la nature là à Paris 1, et en fait c'est vrai qu'on était un certain nombre à dire que finalement c'était peut-être cette solution intermédiaire, alors que c'est pas une solution intermédiaire, c'est de dire finalement on parle pas de la même chose, pourquoi on essaie de coller un concept sur quelque chose qui est différent et donc en créer un autre finalement c'est et quand on regarde, quand on fait un peu de droit comparé, on se rend compte que finalement la plupart du temps, notamment en Colombie et dans pas mal de pays d'Amérique latine, y compris dans la Constitution, mais les juges finalement ils vont pas jusqu'à reconnaître la personnalité. Ils reconnaissent des droits à la nature, mais pas nécessairement comme étant pas nécessairement la personnalité juridique. Donc je crois qu'il y a une évolution finalement sur la réflexion. Alors l'obstacle, c'est qui est purement théorique, hein, mais que moi j'ai ressenti la semaine dernière par exemple, c'est que bah oui, mais dès lors que effectivement vous reconnaissez des droits à quelque chose, et ben il faut nécessairement personnifier derrière. Donc en fait, il y a aussi un effort conceptuel à faire de dire qu'aujourd'hui, on peut reconnaître des droits à des entités sans que ce soit des personnes. Et ça, c'est un effort conceptuel que tout le monde n'arrive pas à faire encore. Voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, avoir les mêmes devoirs, les mêmes obligations pour une entité naturelle, c'est vrai que c'est assez étrange. Et il me semble me souvenir de décisions de la Cour constitutionnelle de la Cour suprême colombienne où justement elle évoquait le fait qu'on n'arrivait pas à avoir exactement la même chose, quoi. C'est logique. Une question de Félicien Lemaire dans le chat qui nous demande si le critère de la connexion spirituelle avec les populations locales, comme c'est le cas pour le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, n'est pas de nature à bloquer l'extension en métropole. Alors, ça c'est une question qui est récurrente, effectivement. Est-ce que c'est un outil qu'on va considérer comme étant finalement devenu un outil technique et puis on peut l'étendre finalement à d'autres situations ou pas? J'avoue que moi je fais plutôt partie de ceux qui disent que le statut d'entité naturelle juridique, c'est bien évidemment c'est pas la panacée et c'est pas ça qui va sauver le monde, mais finalement ça fait partie des outils. Et pourquoi pas finalement habituellement c'est la vision occidentale qui s'impose finalement dans les pays du Sud, et là c'est finalement pourquoi pas s'inspirer d'outils qui existent d'abord dans les pays du Sud pour trouver de nouvelles constructions. Et donc moi je sais pas s'il faut considérer que la connexion spirituelle à la nature est une condition sine qua non. Et puis après, quand on voit tout le mouvement qui existe aujourd'hui, même en France, hein, au niveau des fleuves et tout, alors c'est peut-être pas un attachement qui est de la même nature et qui relaie les mêmes visions que celles que peuvent avoir les populations autochtones, mais on voit bien effectivement que quand il y a des demandes de reconnaître des droits à des fleuves, c'est pas nécessairement juste pour protéger le fleuve et pour des questions environnementales, c'est que derrière il y a un vrai attachement en fait aux fleuves en particulier, parce qu'en France c'est vraiment les fleuves où ça prend et qu'il y a beaucoup de demandes. Je sais pas s'il existe encore un fleuve ou une rivière où il y a pas un projet finalement de cet ordre-là. Donc je pense qu'il faut aussi, à mon avis, prendre en compte le fait qu'il y a un vrai attachement aussi, qui est évidemment d'une autre nature. Et moi, je suis pas sûre qu'il faille finalement en faire une condition. Je sais pas si.
Oui, non, c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent et qui peut l'être pour des raisons diverses et variées. Donc voilà, c'est vrai que le prisme bioculturel a sans doute été la première approche, mais évidemment, il y en a d'autres. Du coup, en parlant de ces autres fleuves, moi, c'est une interaction que j'avais, mais Aurélie l'avait évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu sais si sur le Maroni, je crois qu'il y a une revendication similaire? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a des chances d'aboutir ou d'avancer par quelque biais que ce soit? Alors, à l'heure actuelle, au vu du statut de la Guyane, absolument pas. C'est-à-dire pas plus qu'en Corse ou pas plus qu'en Corse ou dans la Dordogne. Parce que évidemment que en fait la Guyane n'a pas les compétences pour le faire. Les seules collectivités qui ont vraiment la compétence pour le faire, c'est la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, c'est tout. Parce que la double compétence droit de l'environnement, droit civil, c'est les seuls à l'avoir, puisque à Wallis, il n'y a pas la compétence en matière de droit civil. À Saint-Martin-Saint-Barth, il n'y a pas la compétence en matière de droit civil. Donc en réalité, les seuls qui peuvent le faire, c'est la. Et encore, je te dirais que pour la Polynésie, par exemple, nous, quand on a échangé avec eux, ils sont aussi soumis au même problème qu'on avait par ailleurs, c'est la compétence de l'État en matière de procédure pénale et de procédure administrative contentieuse. Alors ça, il y a des moyens de détourner, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui sont un peu techniques, mais on peut essayer, mais en fait, on ne sait pas si ça serait passé ou pas. Donc, tu peux pas, par exemple, voilà, élaborer un dispositif de procédure pénale attaché à la reconnaissance des entités naturelles. Enfin, c'est assez compliqué. À mon avis, il y a des techniques pour le faire, mais c'est assez compliqué. Donc, et finalement, on se retrouve simplement avec la procédure civile, qui est finalement celle qui sert le moins, parce qu'en matière de procédure civile, on a déjà le préjudice écologique pur. Oui, donc d'où la nécessité d'être vraiment inventif, effectivement, dans les voies pour y parvenir. Ouais, mais tu vois, là, on a été inventif et ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à cacher d'autres. Non, mais voilà, je trouve la réaction, c'est bon, ça marche pas, c'est comme ça, on passera par le Congrès. Ouais. Voilà, bon, et après tout, c'est intéressant d'avoir cette évolution et on continue finalement les techniques de réflexion stratégique. J'avais une dernière question, mais si quelqu'un d'autre veut avoir des dernières questions, Sabine éventuellement, mais il faut faire le téléphone arabe. Non, sinon, non, ok. C'est la question un peu provocatrice, classique, mais bon, tu vas revenir, j'imagine. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de plus-value réellement à octroyer une personnalité juridique ou on a un statut particulier pour les entités naturelles. Quelle est ta réponse finalement à ce type de critique? Alors, moi, c'est vraiment une question que je me pose. Donc, dans le cadre de la province des îles, ça répondait en fait à une demande et ça répondait en fait à la logique du code, qui était de formaliser les usages, et la traduction logique, c'était ça. Après, quant à la transposition dans d'autres contextes, ça rejoint un peu la question de Félicien. Moi, je suis pas. Je pense je fais partie des gens qui pensent que on peut avoir un droit. Si on fait un droit de l'environnement avec des sanctions derrière qui sont plus contraignantes et qu'on a une volonté plus forte derrière sur le droit de l'environnement, peut-être effectivement que c'est pas nécessaire. Après, je pense qu'il y a toute une symbolique alors qui existe évidemment pour les populations autochtones, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi dans le cadre du changement climatique, dans le cadre de la perte de biodiversité, je pense que ça met quand même une symbolique. Alors c'est peut-être de l'ordre de la symbolique, mais ça met une symbolique effectivement qui est importante. Et si on va effectivement sur la création d'une nouvelle catégorie juridique, après on ne sait pas effectivement jusqu'où ça va aller. Mais honnêtement, je pense qu'effectivement on pourrait déjà faire beaucoup de choses avec le droit de l'environnement, sauf qu'il n'y a pas de volonté politique et c'est pas un hasard si on n'est pas prêt d'avoir, à mon avis, une modification du code civil en métropole pour avoir des entités naturelles juridiques et créer une nouvelle catégorie juridique à côté des choses et des personnes, quoi. Je pense qu'on n'est pas encore prêt. Très bien. En tout cas, un grand merci pour cette présentation et bon voilà, en tout cas ça nous fait avancer dans nos conceptions du droit et on voit bien que les questions autochtones nous amènent à repenser beaucoup de concepts.
Un grand merci en tout cas pour cette présentation et on arrive à la fin de notre temps. Merci à vous en tout cas. Donc voilà, en plus, une intervention qui s'est rajoutée sur le tard, donc vraiment, c'était super de finir avec ces éléments. Voilà, il ne me reste plus qu'à tous vous saluer, vous remercier, et donc notamment Sabine qui m'a accompagné dans ce webinaire. Merci à tous, merci à toi Zéra, merci à tous les intervenants. Et juste vous annoncer pour terminer que le prochain webinaire aussi se continue. Donc nous aurons un prochain webinaire le 16 octobre donc qui traitera sur les relations entre autochtonie, économie et numérique. Donc d'autres liens, alors qu'on a pu aborder aujourd'hui sur les aspects économiques que nous approfondirons lors de ce webinaire. Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous retrouver pour les prochains webinaires. Merci beaucoup.